Michelin, Motion for Life. Salut à tous et bienvenue dans Racing Stream. Je suis Arnaud de Samer, vous m'avez reconnu, j'ai un petit peu changé de tête, un petit peu plus jeune. Salut Arnaud, ça va? Tranquille? On commence par un tacle pour démarrer, en tout cas sous le signe de la bonne humeur, 1h30 sur les sports mécaniques. On va parler de tout ce que vous aimez, de la Formule 1, de la MotoGP, du WRC, avec les meilleurs. Ça, je le reprends à Arnaud, parce qu'il faisait ça très bien. Je vais commencer à ma droite. Jean-Louis Moncet. Hi, Dan. How are you? I'm really fine. And you, Jean-Louis Moncet? Good, yes, I am. Ça va? Oui, très bien. Beaucoup à dire sur la F1, encore une fois. Oui, il y a 2 Grands Prix. Et oui, et puis un final détonnant, le duel. On n'aurait pas pu rêver mieux pour nous, spectateurs. Oui, c'est top. On va chaud, kiffer. mais c'est bien. C'est très bien. Christophe, je parle de toi juste après, parce que je suis tellement honoré de t'avoir. Je garde le meilleur pour la fin. Sans offense, les gars, mais bon. On le prend bien. De toute façon, t'es fan de Marquez, donc je commence à toi, et puis je finirai par les amateurs de Rossi. C'est le meilleur, hein. Ça va, monsieur Rémi Tissier? Bonjour Arnaud. Ah, c'est bien. Tu vas pas me rater, hein. D'ailleurs, avant de commencer l'émission, tu avais ramené tous tes petits prospectus, c'est ça, ton courrier, c'est ça? Non, j'ai amené I Was Made for Loving You, Kiss. Ah, c'est beau. C'est qu'à chaque fois qu'il fait une émission, il a toujours un t-shirt de hard rock. On l'a vu, Iron Maiden. Ouais, mais bon, on va quand même trop parler de Christophe, je ne l'ai pas encore présenté. Ça va, Rémi? Très bien. Beaucoup à dire, toi aussi. Ah bah là, la moto, cette année, c'était fantastique. Hein. Quelle année? Entre les Yamaha qui ont tout gagné et les pilotes français qui ont presque tout gagné. Et mon retour au scooter, dans la vie réelle, c'est quand même l'année 2021, l'année de la moto, quand même. Après 18 ans d'arrêt sur les bécanes, revenir au scooter, c'était incroyable. Passons 1h30 là-dessus. Pas du tout. Bon, j'ai envie de rigoler cette émission, je vous le cache pas. Ça va être taquin. Anthony Drevet, la Dream Team, tout le monde est là, c'est beau. Ça va? Super, ben oui, très bien. Très beau hoodie, très beau. Toujours. Comme dit Arnaud, je ne le lave pas. C'est mon hoodie du mercredi matin. En tout cas, on va kiffer. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Du rallye et les Français. Tu vois, en moto, ils sont bons. Ben, en 4 roues aussi. Hein. C'est ça, bah oui, parce que c'est vrai que je roule tous les jours aussi avec ma voiture. C'est lui qui ramène tout pour lui. T'aurais pas roulé au Mans? Oui, d'ailleurs, j'ai failli ramener ma course, ma coupe de Fun Cup, juste pour tailler Arnaud qui n'est pas là, juste pour lui rappeler qu'il a fini derrière. Le meilleur pour la fin, le team manager du GMT, il a tout gagné en endurance, cette fois en super sport. Ça me fait très très plaisir de te recevoir sur le plateau de Racing Stream. Christophe Guyot, bienvenue. Bonjour Donald. C'est cool. Ben voilà, donc c'est reparti pour... on vient terminer cette saison et on prépare activement en 2022. Allez, t'as tout gagné. C'est vrai que ça doit être la fierté quand même de... En endurance, oui. En tout cas, on a gagné beaucoup de choses. On a moins gagné que d'autres. Mais et en super sport, il manque un peu. On a gagné beaucoup de courses maintenant. Les 4 dernières, enfin en tout cas, on a gagné beaucoup de courses en fin de saison. Mais on n'a pas encore le titre de champion du monde et on en a besoin. On pourrait dire qu'on a tout gagné quand on aura eu ce titre-là et qu'ensuite on le gagnera peut-être un jour en Mondial Superbike. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et puis on reviendra évidemment sur tout ton parcours pendant l'interview. Mais nous commençons notre programme évidemment avec, on reste dans le thème, la MotoGP avec Rémi Tissier. Mais avant de parler de MotoGP, parce que forcément la virgule est le MotoGP, nous allons parler de motocross. C'est vrai qu'on revient toujours à la même question. On a une belle course à Mantova. Comment ça s'est passé pour nos Français? Maxime Renault, qui était déjà champion du monde, a quand même gagné la dernière course. Ouais. L'année dernière, c'est Tom Vial, le fils de Fred Vial, qui était champion du monde. Et là, il termine 3e au championnat. Donc on le verra tout à l'heure avec nos 2 Français, Zarco, qui sont 1er et 5e avec Fabio. Là, on a quand même 1er et 3e avec un Vial qui s'est blessé dans la saison. La dernière course gagnée encore par un Français. Donc dans cette catégorie-là, c'est exceptionnel, quoi. Cette année, de toute façon, on va faire le point tout à l'heure, mais les Français ont quasiment tout raflé. Attends, et 3e en se blessant et en battant des cadors de la catégorie quand même. Hein, ouais, c'est vrai. Et du coup, il roule chez Yam aussi, lui. Non, ça, c'est Maxime Renault. Oui, c'est ça. Ouais, Maxime, il est chez Yam. C'est vrai que ça fonctionne bien pour en ce moment. Hein. Le bleu marche bien. Oui, tout à fait. Toi aussi, tu es fan de Supercross. Tu as beaucoup gagné. C'est ça? En tout cas, j'étais pote de Serge Guidetti, qui était un des premiers Français à faire les sauts à Bercy. Ce sera ce week-end, ce sera à l'Arena de la Défense. C'est des trucs de fou. Il monte bien sûr, à 15 mètres de haut. Mais il s'appelle le Fondu Savoyard.
Guidetti, il faut quand même savoir qu'avec le nombre de blessures qu'il a eues à faire ces sauts-là, bah c'est bien beau, mais il ne peut plus monter même sur une moto pour faire une démonstration. Ah bah ouais, il s'est cassé de partout. C'est ce que j'ai vu quand on l'a emmené au motoball. On a fait essayer le motoball à des pilotes de motocross, ces pilotes à lui, Maxime Després notamment, puis des joueurs de foot comme Jimmy Algerino. Et lui, il faut quand même se rendre compte du risque que prennent ces gars-là qui montent à 15 mètres de haut. Il ne peut plus même monter sur une moto tellement il s'est fait mal. Ah ouais, mais faut faire attention, c'est vrai que toi tu as inventé le freestyle avec Edgar Torrent-Terrasse, tout le monde le sait. Torrent-Terrasse. C'est un précurseur à Serge Guidetti. Bah évidemment. On va vous l'inviter. Ah bah, de toute façon, on a tellement de monde invité dans cette émission, tellement à parler de cette passion commune qu'on a. On revient un petit peu sur l'édito avec justement Romain Febvre. Qu'est-ce qui a manqué pour être champion ce week-end? Pas grand-chose. Romain Febvre, il arrive, il a 3 points d'avance sur son adversaire et à l'issue de la première manche, de la première course, ils sont à égalité de points. Il y a Fabien tout à l'heure qui me parlait, il me disait est-ce que c'est déjà arrivé en Formule 1 que les 2 pilotes arrivent à égalité de points à la dernière course? Là, c'est pas à la dernière course, c'est à la moitié du dernier dimanche. C'était incroyable. Et malheureusement, il tombe, il termine quand même 3e. Romain Febvre, qui était le seul depuis que c'est le MXGP à être champion du monde. Et là, il a terminé 2e. Alors, il était extrêmement déçu, mais c'est beau quand même, quoi. On a eu un Français, Maxime Renaux, champion dans une catégorie. Dans l'autre, on a le Français qui va quasiment jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et attends, et il était chez Kawa, quand même, refaire venir Kawasaki au sommet, c'est pas mal face à Airlings en plus. Tu suis, Christophe, la scène MX SX ou pas du tout? Bah, j'adore. Et puis j'ai découvert aussi un autre pilote qui a gagné cette année un top, c'est Dylan Ferrandis aux États-Unis, qui est champion d'Amérique là. Donc c'est très fort, champion d'Amérique. Ça, rappelez-vous, les années Jean-Michel Bayle, hein, c'était ça. JMB. Bah, JMB, c'est là. Alors il était champion du monde de motocross, mais il a explosé quand il est devenu vainqueur, enfin champion d'Amérique. Et en fait, la star, le mythe JMB est né de ça. Et donc Dylan Ferrandis, ça reste quand même le top du top. Ah oui, et puis attends, et il a gagné donc en supercross et il gagne en motocross. Donc c'est vraiment, là, il a fait. Et dans la grande catégorie en tant que rookie. Non, mais là, on a quasiment tout raflé. Et ces pilotes seront samedi à Paris avec une légende, un Italien, Antonio Chiroli. Ah, mais je l'avais pas. Non, je croyais que tu allais dire Valentino Rossi, je prenais des places. Je vais arrêter l'émission. Non, je veux pas de cross. Ah oui, Oui, mais bon, ça aurait été drôle. Il serait capable de faire un saut performant. Il s'entraîne en tout cas, oui. Ouais. Chiroli qui prend sa retraite, du coup, ça y est. Voilà, qui prend sa retraite. Et en fait, les 2 pilotes, les 2 stars italiennes ont pris leur retraite à 4 jours d'intervalle. On parlera tout à l'heure de Valentino, mais à 4 jours d'intervalle, ils ont tous les 2 9 titres, parce que tout le monde, vous êtes tous les 3, je le sais, des fans de Valentino Rossi, mais Antonio Chiroli, c'est une légende aussi en Italie. Oui. Demandez à Valentino, demandez à Dario Marchetti, 9 titres en motocross, c'est énorme, énormissime. Et il a arrêté 4 jours avant Valentino. Donc, ce qui est marrant, c'est que les 2 transalpins ont arrêté quasiment en même temps. J'ai d'ailleurs trouvé toujours étonnant que des gars comme Rossi, d'ailleurs, s'entraînent en tout terrain, etc., ce qu'on ne voit pas du tout en automobile, par exemple. Hein, on voit pas, c'est tellement utile. Après, mais ça les aide vraiment pour l'équilibre. Quand les Américains sont arrivés, à l'époque, ils faisaient du dirt track, à l'époque de Kenny Roberts, et ils avaient un avantage sur les Européens ou les autres nationalités grâce à ça. Il a son ranch, Valentino Rossi, où il forme des jeunes. Après, ils se sont blessés, du coup. Andy Le Punier, beaucoup de pilotes se sont blessés, se sont fait très mal, se sont fait des blessures en motocross. Donc, c'est à double tranchant aussi, quoi. C'est arrivé en Formule 1, ça, à Montoya aussi. Oui, c'est vrai, un peu. Mais je veux dire, vraiment en moto, c'est vraiment visible que ça donne un entraînement formidable tout terrain. Enfin, je mets tout dans la catégorie du terrain, mais voilà. Christophe. Une particularité qu'on pourrait poser là, puisqu'on a parlé de Dylan Ferrandis, un point qui, je trouve, extrêmement attachant chez ce pilote, champion, c'est qu'il distribue, et c'est jamais arrivé dans l'histoire, qu'un pilote distribue une partie de ses primes personnelles pour aider des pilotes français. Donc il est aux États-Unis. Exact, il avait accepté de faire un zoom pour le Blue Crew. Tu te souviens, Christophe? Et dans l'histoire, on n'a jamais entendu ça. On a des écuries, on en fait partie, le GMT 14, mais d'autres, qui vont aider des jeunes, des projets en direction de la jeunesse. Mais le pilote lui-même, le champion, qui distribue une partie de ses propres gains pour aider d'autres pilotes, c'est très rare. Et puis c'est pas la F1, ils sont pas multimillionnaires, la gars. Donc c'est un garçon intéressant. Là, c'est super fort parce qu'il a cité la FFM, justement, qui l'avait soutenu au début, qui avait cru en lui, et lui, il veut rendre ça. Il veut renvoyer la balle, absolument. Et il remercie la France, même si les États-Unis, dont la Fédération française de moto,
de l'avoir aidé à accéder jusque-là. Juste pour rebondir, et ça sera la fin sur ce sujet motocross, sur ce qu'a dit Donald, c'est vrai qu'il ne gagne pas quand même des 100 et des 1000. Il faut quand même savoir que dans ta catégorie, un garçon qui t'a battu Odendaal, a priori, a payé 350 000 € pour jouer le titre. C'est-à-dire que le gars joue le titre, il joue sa vie, et il est pilote payant en championnat du monde moto. Il faut payer 350 000 € pour avoir le guidon. Combien de courses? Il y a 12 week-end de course, donc 24 courses en super sport, 2 de plus en superbike. D'accord. Et de toute façon, c'est sûr que le sport moto a changé à ce niveau-là. Je crois qu'en moto, il y a eu aussi ces dérives-là, et pas que dans le sport mécanique. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, malheureusement, la seule équipe indépendante à ne pas faire payer, à payer ses pilotes. Il n'y en a plus. Alors on veut pas être un modèle parce qu'en réalité, on veut simplement remettre l'église au centre du village, considérer qu'un pilote, c'est comme un mécanicien, fait partie d'une structure qui va aider l'équipe à briller et qu'on doit les rémunérer. Mais toi, tu peux te permettre. À un moment, tu avais combien? Tu avais 54 sponsors, là, tu en as combien? Non, mais on les compte tous. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que depuis que je suis arrivé chez Yamaha, maintenant il y a longtemps, avec Jean-Claude Olivier, c'était la première fois qu'une marque m'aidait à payer mes pilotes. Auparavant, je n'étais pas en mesure de le faire. Mais même quand j'ai gagné les 24 heures du Mans avec Scarnato et Dussault, j'avais une équipe 100% privée, je ne pouvais pas payer mes pilotes, mes coéquipiers, mais jamais j'ai demandé à un pilote de payer. Jamais. Parce que tu es un ancien pilote aussi, c'est jamais, ça. Oui, mais c'est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit. J'ai besoin de pilotes pour m'aider à gagner. Oui, c'est un pilier de la structure. Maintenant, Voilà. c'est quand même beaucoup ça. C'est vrai, même en Formule 1, etc. Alors, il y a du bénévolat, des mécaniciens, des pilotes. On n'a pas au début. On peut ne pas forcément rémunérer. Mais un bénévolat ne devient pas non plus un système. C'est une porte d'accès. Ah, c'est clair. Bravo. Mais du coup, maintenant qu'on a... Vas-y. Très bien dit, très bien dit. Bah, il a très bien, il a tout résumé. Ouais, Il a tout parfait, résumé. parfait. On l'a vu, le dernier Grand Prix de Valentino Rossi, bon là, son absence de Il Dottore. Non, j'ai très mauvais accent. Mais bon, c'est pas grave. Et j'en profite pour faire un petit aparté. Fabien, en régie, tu as reçu un petit WhatsApp urgent, s'il te plaît. Si tu peux regarder, ça m'arrangerait. Comment ça va se passer maintenant qu'il va partir des circuits ? Ça va, il va être père de famille déjà, donc même s'il a les moyens de se payer une babysitter, il va peut-être avoir quelques nuits un peu difficiles au début. Il a une autre vie, puis il a plein de choses. Il va rester dans le paddock, c'est pas terminé. Voilà, il a sa vie privée, mais il a également son équipe, et puis il a encore le ranch avec les gamins de la VR46. Il y a quand même plusieurs pilotes qui lui ont rendu hommage. Ils étaient 4 à rouler avec un casque Valentino Rossi, dont le vainqueur du Grand Prix. Incroyable. Voilà. Les Valence était jaune. Le stadium, parce que c'est un stadium, Valencia, le Ricardo Tormo, c'était jaune, voilà, c'était magnifique. Tout le monde est venu pour lui rendre hommage, tout le monde a fait copain-copain avec Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, malgré ce qui va sortir en 2015. Oui. En fait, il n'en manquait qu'un seul, auquel je pense qu'il ne pardonnera jamais. Mais il avait une bonne excuse pour être pas là, c'est qu'il était blessé. Ouais, c'est clair. Mais je m'attendais à un truc officiel, comme il y a eu avec Quartararo, la mise en scène pour son titre de champion du monde. Un truc de ouf. Et là, les caméras, c'était 30 minutes dans les stands sur la marée humaine, champion... C'était plus fort. Il y avait les gamins Bezeki qui montaient, qui tapaient, il y avait une ambiance, on n'avait jamais vu ça. Et quelque chose de... Regardez, j'en ai perdu ma voix tellement... T'es tellement passionné par Valentino Rossi. C'est que c'est absolument incroyable. Il n'a pas versé une larme. On se demande comment ce garçon a pu contrôler toute sa carrière, sauf une fois sur une conférence de presse, ses émotions. Et même quand il a perdu, etc., on l'a quasiment jamais vu s'énerver dans toute sa carrière. Et là, parce que c'est quand même la plupart des gars qui arrêtent quelque chose, c'est sa vie, quoi, depuis 96, les Grands Prix. Il y en a plein qui font dans l'arme dans tous les sports. Je me souviens de Massa au Brésil. Complètement, totalement. Oh là là. Ouais. C'est fou. Ouais, non, mais c'est juste d'accord. C'est incroyable, parce que là, en plus, tout le monde en Espagne, on n'est pas en Italie. Et là, pour toi, tu te dis, quoi, c'est fini. C'est fini, non, c'est pas fini parce qu'il sera avec son équipe. Je me demande s'il n'y a pas une fiesta, je veux dire, quelque chose de très organisé, parce qu'il est tellement fantasque. Je pense que si tu as envie d'organiser quelque chose pour sa sortie définitive, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il peut partir, c'est un dingue. Et donc, j'ai trouvé que c'était mieux que ça se passe comme ça, dans le stand, le Bronx général, les gens... On ne pouvait pas, je crois, organiser quelque chose comme le championnat du monde, comme tu l'as dit, pour Quartararo, etc. C'est compliqué. Rossi, il est un peu fantasque. Cela dit, j'ai une anecdote. Oui. Bon, maintenant, il y a prescription, puisque Rossi ne roule plus. Tout le monde disait Jorge Lorenzo n'a pas de charisme. Et 2 heures après son titre en 2015, il y a Christian Sarro qui me dit
tu devrais venir dans le box de Jorge. Et là, la fête qu'il a fait avec toute son équipe, avec Max Biaggi qui était là, je peux vous dire que ça m'a marqué pendant... c'est une des plus belles fêtes que j'ai vues. Alors, c'était légèrement alcoolisé, hein, Jorge, le titre était terminé, mais c'était sensationnel. Et ceux qui pensent encore que seul Valentino Rossi a du charisme et que Jorge Lorenzo, par exemple, n'en avait pas, je peux vous dire, pour avoir vu l'ensemble de la soirée de la fiesta, il se trompe. Il en avait aussi, différemment. Biaggi aussi en avait. Voilà. Je pense que c'est des garçons Vous formidables. savez comment qu'on a... On est en retard ou pas? Ah, 3 fois rien. On a 3 minutes pour parler de tout le reste. Juste quand même pour dire que la seule chose qui était comme très étonnante sur ce dernier Grand Prix avec la fin de carrière de Rossi, c'est que c'était aussi la fin de carrière de 2 autres pilotes. Ça faisait presque de la peine pour eux parce que c'est passé complètement inaperçu. Tom Luthi, comme champion du monde. Qui arrête sa carrière. Pour le coup, il a toujours manqué de charisme, malheureusement. Oui, mais malgré tout, Danilo Petrucci qui a gagné en MotoGP. Il a gagné une fois, c'est des... Bien sûr, mais malgré tout, pour eux, c'était quand même plus compliqué de dire au revoir. Mais même si ça avait été Lorenzo ou un autre, ou Stoner à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire contre le dernier Grand Prix de Valentino Rossi? Évidemment. Donald l'a dit, le stadium... Tout est jaune, tu es écrasé par l'événement. Même la course est écrasée par l'événement. On n'en a pas encore parlé. On n'a pas parlé qu'il y a eu un triplé Ducati. Si, un triplé Ducati pour la première fois de l'histoire. Vas-y, enchaîne, c'est toi qui parles tout le temps. On n'a pas le temps de faire l'édito, Rémi. Quartararo, quand même, qui termine sur une note honorable. Et puis, Johan Zarco, qui quand même, on n'a que 2 Français engagés. On a parlé tout à l'heure de ceux qui ont fait très fort en motocross. Premier Quartararo, 5e Johan Zarco au classement général et premier pilote indépendant. Il rafle aussi ce titre-là. Donc, chapeau les Français. Ouais. Et du coup, là, Fabio, il n'avait pas l'air satisfait de sa bécane. Est-ce que ça peut être inquiétant pour l'année prochaine? Ah, pour la saison prochaine, effectivement, je pense qu'il a eu raison, Christophe, de taper sur la table à ce moment de l'intersaison, parce qu'on voit que les autres ont progressé. Il va y avoir 2 Ducati supplémentaires. Elles ne seront peut-être pas aussi fortes que les Ducati d'usine, mais on a vu combien parfois, même aux États-Unis, on pouvait commencer à jouer la compétition par équipe pour laisser passer un pilote, laisser Magnana remonter. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop l'année prochaine. Beaucoup sont inquiets de la force de Ducati. Il pourrait nous parler un peu de 2022 quand même, justement. Qu'est-ce qui se prépare pour 2022? Yamaha, Ducati. C'est ça qu'on dit, c'est que Ducati, ils vont être 8. La Suzuki, parce que mine de rien, le champion du monde de l'an passé, Mir a fait 3e. Je pense qu'elle sera un petit peu mieux. Ça va être beaucoup plus compliqué pour Fabio, sans doute. Déjà, on dit toujours, Christophe, que c'est plus difficile de conserver un titre que de gagner la première fois. Je pense qu'il l'a compris, Fabio, que ça va être plus compliqué l'an prochain. Oui, alors je pense, pour l'avoir côtoyé lors des journées de Boucrou, je pense que c'est beaucoup plus quand même la position d'Henrik Mahé, son manager. C'est lui qui conseille derrière Fabio. Fabio, il est content de sa moto, globalement. Après, il y a un jeu d'échecs. Tout le monde veut s'arracher Fabio. Aujourd'hui, c'est comme les années Schumacher en F1, c'est à un moment donné, il faut ce pilote-là pour gagner, pas le champion du monde, on s'en rend bien compte. Il y a en plus de ça, un tel écart entre Fabio et ses coéquipiers qui sont comme d'illustres et de très bons pilotes. On n'a pas parlé de quelqu'un. On ne sait pas dans quel état va revenir Marquez, parce que malheureusement, il a son problème. Mais si jamais ça se durant l'hiver, sur ce qu'on a vu sur les 3 Grands Prix qu'il a gagnés, attention quand même à ne pas l'oublier. Bien sûr. Henrik Mahé, derrière, joue 2 rôles. D'abord, il est là pour pousser Yamaha à aller encore plus loin. Compliqué de savoir quel niveau de la Yamaha finalement face à la Ducati et face à la Honda, même si on pense que la Yamaha est très facile à piloter, qu'elle est très agile, très à l'aise. Enfin, facile à piloter, il faut voir où étaient les autres cette année. Absolument. Pardon, il y a des changements techniques pour 2022? Non. Il n'y en a vraiment aucun à ce niveau-là. Simplement, on a le droit de présenter un nouveau modèle. Mais après, on est comme très limité. On ne peut pas développer pendant la saison. Et surtout, on est comme limité en moteur, en nombre de moteurs. Donc, à un moment donné, quand on a décidé, on a fait des choix techniques, on ne peut plus vraiment reculer. Pour ce qui est de le deuxième, donc en fait la partie d'échecs se joue aussi pour Henrik Mahé, quelle va être la moto qui pourrait être la plus adaptée pour la carrière de Fabio, et puis peut-être amener de nouveaux challenges. Enfin, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Il est difficile de déterminer, on est quand même en difficulté pour savoir quel est le niveau des motos. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que Dorna a réalisé un coup extraordinaire maintenant, ça date de 2012. Et Hervé Poncharal, à l'époque, m'avait dit, Christophe, regarde ce qui va se passer.
l'électronique unique, Mighty Mary pour tous, 1000 cm3 pour tous. Les motos sont malgré tout extrêmement proches les unes des autres. C'est vrai que depuis 2 ans et demi, c'est beaucoup plus la serré. raison, Il y a 10 la pilotes qui chance, peuvent gagner. clairement. La chance d'un Quartararo face à un Christian Saron de l'époque. Saron, c'était le privé. Même si c'était Yamaha France derrière avec Jean-Claude Olivier, il n'avait pas la moto d'Annie Lawson, ni celle de ensuite. Exact, on a vu que Morbidelli a de gagné Wayne les courses Rainey. les dernières. C'est vraiment, il y avait des écarts importants entre les MotoGP. Rappelez-vous, là, Valentino Rossi sur le dernier Grand Prix à Valence est à 1 seconde 2 du premier après les FP1, FP2, FP3. 1 seconde 2. Ça l'a mis dernier, Valentino Rossi. Oui. En 2012, ça vous mettait 6e. Ouais. Complètement. Donc c'est ça qui a changé. C'est que le niveau, l'homogénéité des motos. Voilà, tous les constructeurs ont pu Bravo. revenir avec les tokens, les jetons, etc. c'est clair. KTM, Ducati, enfin bon, bref. Mais là, on est totalement en retard, il faut parler du Et Superbike. j'allais dire, en parlant de Superbike, et pour terminer, mais on peut pas manquer Razgatlioglu. Ah bah non. Excuse-moi, j'ai du mal à sortir. Toprak, Razgatlioglu. Comment tu dis ça aussi bien, toi? Bah, parce qu'on on le prononce à peu près 200 fois par week-end. Ouais, mais donc, quand même, je veux dire, on fait Grand Turismo avec Fabien, va lui faire dire Latkovski deux oui, fois de mais suite. tu n'as pas fait la fête avec Philippe Monnet à Istanbul, a priori. oui, bon. Bon, Non, mais Toprak, chapeau en tout il cas. a écrit voilà. son nom dans l'histoire. Voilà, il a mis son nom dans Oui. l'histoire. C'était sur un nouveau circuit. Tout le monde était pour lui depuis la boulette de Jonathan Ray qui a fait réclamation. On en avait parlé à Manicourt. Ouais, plusieurs fois, oui. Dans Motorcycle News de la semaine dernière, les Anglais le lâchent et disent que c'est infamous ce qu'il a fait, c'est-à-dire infâme ce qu'il a fait de faire cette réclamation. Et depuis ce moment-là, Christophe l'a vécu parce qu'il était sur place. Tout le monde souhaitait que Toprak Razgatlioglu soit champion du monde. Encore plus en Indonésie, parce que c'est un pays musulman et qu'ils voulaient tous que ce soit lui qui le préférait, mais même ailleurs, même les Anglais. Mais oui, hein, je suis d'accord. Christophe. Et même, pardon, excuse-moi, et même c'est vrai le fait qu'il ait été lâché par Kawa et qu'il soit revenu chez Yamaha, donc c'est un super parcours pour lui. C'est évident. En plus de ça, c'est vraiment un pilote qui est extrêmement attachant pour d'autres raisons, pour les valeurs humaines qu'il peut porter. Dans l'histoire, bah, évidemment, puisqu'en 43 ans de Superbike, Yamaha n'avait été titré qu'une seule fois. Belle Avec Spies. Belle Spies en 2009, une seule fois. Donc c'est le deuxième titre pour Yamaha de l'histoire de Superbike. Alors évidemment le premier titre d'un pilote turc. Donc tout ça En Superbike. en Superbike, bien sûr. Et oui, pardon. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'il est entré dans l'histoire. Et puis c'est un pilote qui est extrêmement attachant, y compris au sein du paddock. Nous, on y a été directement concernés, puisque quand Jules Cluzel s'est blessé, il venait nous voir régulièrement. Il est souvent dans le box avec vous, Il est mais avec nous tout il le est temps. gentil, mais surtout il y a quelque chose, il est très fort. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucune erreur cette année. Les 3 fois où il a perdu des points, son coéquipier américain l'a fait tomber. 2 fois, il y a eu des casses. Le gars est débutant, il est face à un sextuple champion du monde. Ça fait pas longtemps qu'il est en Superbike. Il a fait aucune erreur. À chaque fois que Jonathan Ray lui a mis la pression, il a jamais craqué mentalement. Et surtout, qui avait le masque pour les courses là, quand il y a eu la mousson dans le box? Le seul qui avait le masque, c'était Oui, il est Jonathan énervé. Ray. Et lui, ça passait, Ouais. puisqu'il pleuvait tellement, comme de l'eau sur les ailes d'un canard. Et je dirais que l'attitude ce qui s'est passé à Manicourt avec Johnny Ray, donc il porte réclamation, ça a renforcé Toprak, qui était en fait un garçon gentil. Et le fait qu'il y ait eu cette action de Rea et de Kawasaki l'a rendu extrêmement déterminé face à Kawasaki. On a rarement vu Toprak aussi fort en course, en bagarre. Il était extrêmement incisif. Il rendait coup sur coup. Les autres se sont plaints, Oui. l'anglais aussi, Redding, Et j'étais il rendait déçu. coup sur coup à Jonathan Ray. Il était moins gentil sur la piste. Mais il n'a jamais fait tomber personne. Non seulement il n'est jamais tombé, il est extrêmement agressif. On espère un jour le voir en MotoGP. Il ne fait jamais tomber personne, Donald. C'est beau, en tout cas, celui qui ne fait jamais tomber personne, c'est toi. Mais alors, j'espère que tu t'entends bien avec Anthony Drevet. Parce que tu vas quand même lui taxer 5 minutes de sa chronique. C'est un invité moto. Oui. Non, mais bon, en tout cas, il y a Fayel qui nous dit super émission. En tout cas, ça nous fait très plaisir que ça vous plaise. Nous passons tout de suite. Mais on ne va pas dire qu'il a gagné la course avec Jules Cluzel, avec son pilote, Si, on va le Christophe, dire. quand même. Si, on va le dire, on va à l'interviewer. l'interview, c'était prévu l'interview. Ok, reprenons 2 minutes de plus que je comptais mettre sur l'interview, parce que maintenant que tu mets devant le fait accompli, mon cher Rémi, du coup, Non, moi, je te laisse la main. voiture. Appelle-le Non, mais Arnaud. c'est vrai que Appelle-le Arnaud. Non, mais vas-y, C'est vrai que- c'est faisons-le vrai que c'est maintenant. beau. Non, mais c'est vrai que c'est Faisons-le beau. maintenant. Sur les 6 dernières courses de l'année, le GMT en a gagné 4, fait une fois 11 millième et une autre fois 4e en partant de la 13e place. C'est beau. Mais, il y a eu la première partie de saison et Christophe Guyot, puisqu'on va passer à la voiture, il passe est devenu une également anecdote. un spécialiste des hôpitaux, puisqu'il peut vous renseigner sur des hôpitaux dans la Nièvre, en Espagne, à Gérèse, où il emmenait 1 ou 2 pilotes par week-end. C'était incroyable. On t'a suffisamment chambré pour ça. C'était incroyable. C'était un chat noir.
C'était une saison complètement incroyable. C'est vrai que c'était extrêmement difficile, très dur, alors qu'on partait avec... on se demandait qui allait nous battre, pour dire les choses comme... C'est vrai. On partait avec un équipage incroyable, on domine les essais hivernaux, on fait la pole position à la première course à Aragon, Jules Cluzel est en tête de la course, il y a une seule moto qui l'accroche, ils oublient tout le monde. Il se fait percuter, et là c'est reparti, le même scénario que l'an dernier, et après, une cascade de catastrophes, les unes derrière les autres, de l'histoire de la catégorie, c'est jamais arrivé. En tout, on a dû avoir comme 9 pilotes dans l'année, c'est jamais arrivé. Au lieu de 2, non, mais ça n'existe pas. Les gars, vous les pliez, on savait qu'on allait terminer avec du mercurochrome et des et des béquilles. Là, on a, je crois que, puisqu'on tend tout de suite passer, on a un peu de temps, pas beaucoup de temps, mais la course qu'on a vécue, on revient d'Indonésie, c'était avant-hier, la victoire de Jules Cluzel, pour moi, ça restera un des moments les plus forts de ma carrière de pilote, de team manager, l'une des plus fortes. C'est du super sport. C'était pas les 24 heures du Mans qu'on a remporté, mais c'était, je crois, au moins aussi fort. Parce qu'on a surmonté tout ça. C'était la 4e victoire en un mois, pardon. Mais celle-là, elle était en même temps une énergie de Jules Cluzel, mais une énergie également de l'équipe, parce qu'il fallait y croire. Il y a eu des doutes. De moments, parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est de la malchance, est-ce que c'est un chat noir, est-ce que c'est nous qui faisons mal les choses, enfin, et puis quand on est compétiteur à haut niveau, on veut pas croire à la chance ou la malchance, on veut toujours se dire qu'on est responsable de tout, et à un moment donné, on a mis aussi en place beaucoup de choses, on s'est dit ensemble après cette victoire, mais ce qui nous a fait réussir, c'est d'abord la complicité qu'on a entre nous, dans l'équipe, les moyens engagés sur le plan de l'engagement humain, et puis combattre, d'avoir les convictions qu'on peut avoir, mais également poser sur la table tous les doutes, toutes les remises en question qu'on doit poser. Voilà. Et c'était un grand moment, je crois, dimanche dernier. C'était un grand moment pour la France et c'était magnifique, en tout cas, GG, comme on dit. Nous passons cette fois au WRC. Alors, il y a des gens qui regardent les séries Netflix en mettant en x1,5, x2, pour que ça parle plus vite. Je te le garantis tout de suite qu'on n'aura pas le temps d'envoyer tout ton édito. Mais en tout cas, on va aller à l'essentiel. Évidemment, comment ne pas parler de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia. Il déchire tout. Il déchire tout. Christophe a dit à l'instant que ce week-end, c'était historique pour les Français. Et c'est historique en rallye également. Un 8e titre de champion du monde pour Sébastien Ogier et pour Julien Ingrassia, qui prend sa retraite. Donc honnêtement, c'était le bon moment pour y arriver. C'était à Monza en plus, donc tout allait bien, tout était réuni. Et est-ce que tu crois que le 9e titre, il n'ira pas le chercher comme pour Sébastien Loeb? Parce que Sébastien Loeb, il doit se dire, oh là, mon record... Non. Franchement, il est en paix avec lui-même. Sébastien Ogier a souvent déclaré justement qu'il voulait passer du temps avec sa compagne, avec sa femme, avec son enfant. Il n'a pas envie de le voir évoluer sans être là à ses côtés. C'est fou. Donc il a besoin de faire une pause. Et Carlos Sainz me disait que lui, il pense qu'il va revenir, qu'il va être trop triste de ne plus être en rallye et qu'il va avoir envie de revenir. Un petit peu comme l'a fait Seb Loeb, justement. Mais les 9 titres, non, il n'a pas ça en tête. Honnêtement, il ne cherche pas les chiffres. Il veut l'an prochain faire quelques rallyes seulement. C'est ça, un petit peu comme... C'est compliqué, ça, je trouve ça... C'est un petit peu ce qu'elle a fait... Loeb, oui, c'est difficile, mine de rien. On l'avait vu. On n'est pas dans le ton, toujours avec la pression, etc. Et justement, ça lui enlève la pression du titre. Oui, mais... Et enfin, il faut reconnaître quand même, il faut, avant les courses... Le plaisir, Jean-Louis. Oui, je m'en doute. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Louis. Franchement, ça va être compliqué parce que quand les autres adversaires sont à 100% à chaque fois et qui connaissent finalement aussi ce rythme-là, il faut rester dans le rythme, il faut toujours rouler. Enfin, il y a souvent des essais qui sont faits, donc faut être toujours à 100 voire 110%. Et là, Sébastien, il sera là au Monte-Carlo. C'est sûr qu'il va jouer une victoire. C'est évident, il a déjà un record au Monte-Carlo. Il va certainement en ajouter une autre avec cet air hybride. Maintenant, quand il va en faire d'autres, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours au sommet. C'est clair. En tout cas, on parlait de la France qui marche bien en moto ces dernières années. Ça a été plus compliqué. Voilà. Et on a eu Laconi qui avait gagné. Et après, il s'est passé tellement de temps sans rien. Mais en WRC, en 20 ans, 9 titres pour Loeb, 8 pour Ogier. Plus que ça, c'est en 18 ans même qu'ils ont 17 titres. Ouais, c'est ça. Oui, mais bon, pour faire un pack mais à 20 ans, c'est incroyable. C'est vrai que ça a toujours été comme ça ou c'est vraiment ces deux-là qui ont tout cassé C'est historique. Jamais personne
dans l'histoire. Jamais aucune nation a eu ce type de domination. Ouais. La Finlande, peut-être. On doit absolument signaler qu'on a la meilleure école du monde en rallye. Hein. L'école de la Fédération française de sport automobile. Ah oui, rallye jeune. Pourquoi Eh bien, alors déjà, de plus en plus de monde, de fils de grands champions qui viennent pour Solberg, par exemple, qui viennent pour que leur fils évolue dans ce milieu-là. Et deuxièmement, parce que c'est très bien fait, très structuré, un véritable apprentissage, plein de choses à apprendre, à voir, à bien analyser. Et c'est pour ça que je le dis, c'est la meilleure école de rallye du monde. Et puis le rallye, c'est populaire en France parce qu'on voit les voitures, on les reconnaît. Je veux dire, les gens s'identifient. Il y a eu Didier Auriol qui a été champion du monde. Il y a eu des prémices avec Michel Mouton. Tout à fait. Oui, exactement. Totalement. Et là, on voit la Toy, champion constructeur, et on nous dit dans le chat, Géo, qui nous dit qu'il a impressionné au volant de l'hypercar. Donc, alors, possible endurance, le P1 On va justement l'évoquer. Alors, donc, il prend sa retraite à 100% du championnat du monde des rallyes, mais il veut quand même rester actif. Il aime bien la piste, il a fait quelques courses en Porsche Super Cup, par exemple. Il a pris le volant, c'est clair. Voilà. Où il n'a pas été ridicule. Non plus. Attention, hein. Fort. Et lors des rookie tests, c'est compliqué, parce qu'il arrive sur une piste qui a été limée par les autres concurrents 2 reprises, pendant 14 heures de course si on cumule. Et il est à 2 secondes de Mike Conway qui fait le meilleur temps de ses rookie tests. Donc franchement, c'est très très bon. Je pense que l'année prochaine, 2022, il va cumuler, donc il prend sa retraite, oui et non, hein, il va cumuler donc quelques rallyes et quelques courses en endurance en LMP2. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année pour Hyundai globalement ? Ça bloque un peu chez Hyundai. Andrea Adamo était très très mécontent des performances parce que ça faisait 2 années de suite que Hyundai était championne du monde face à Toyota donc. Et Hyundai, cette année, je pense que c'est aussi au niveau des pilotes, Ott Tanak, beaucoup de malchance, beaucoup de crevaisons, beaucoup de petites casses sur des suspensions. Au moment où finalement toutes les voitures vont couper dans les ornières ou dans les cordes, toutes les voitures résistent, sauf les Hyundai, quoi. Il n'y a pas que toi, en fait. Non, mais- Ça va que vous êtes amis, hein. Non, mais Ça tire à balles réelles. C'est tout à fait vrai. Moi, je connais bien Hyundai de l'intérieur. Moi, je trouve que les pilotes font beaucoup de petites bêtises. De petites bêtises. Mais une pierre qui casse un élément de suspension, c'est arrivé à Neuville bien des fois alors qu'il est en tête de la course. C'est ça. Et par exemple, Tanak, je pense Tanak, vraiment, il envoie fort. Mais en rallye, il faut savoir justement de temps en temps mesurer un peu. Ouais. Parce que sinon, la route est piégeuse. Tout le monde le sait. On parle évidemment de relève, évidemment sur le chat, monsieur Laguib nous dit bravo à Johan Rossel pour le titre en WRC3. La relève. Mais comme on va tellement vite... Oui, ça va être... Mais c'est tellement... tu es une machine, ça va à l'essentiel, c'est incroyable, Anthony. Moi, j'ai regardé Monza, je voudrais comprendre pourquoi, avec 8 titres de champion du monde, pourquoi Ogier est aussi peu populaire par rapport à Sébastien Loeb. Pourquoi ? C'est vrai. Eh ben, tu sais qu'il n'a jamais remporté de titre avec un constructeur français, donc Citroën pour ne pas les nommer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et parce qu'il n'est pas très présent non plus dans les médias. Il n'offre pas beaucoup de lui, en fait, Sébastien Ogier. Alors que Sébastien Loeb, même, c'est tout bête, mais il fait des pubs. Il allait sur les jeux vidéo. Sur les jeux vidéo. Avec PlayStation, beaucoup. Il a cette passion qu'il communique, Sébastien Loeb. Avec Daniel Hellena, en plus, c'était le duo vraiment formidable qui était bon vivant. Chez Julien Ingrassia et chez Sébastien Ogier, c'est efficace. C'est méthodique. Ce sont les meilleurs. Et ils ont une envie, c'est de gagner. Eux, ce qui leur plaît, c'est de gagner. Sébastien Loeb, ce qui lui plaisait aussi, c'était de gagner. Mais tu viens de répondre à la question. C'est vrai que moi, qui ne suis pas énormément les rallyes, je connaissais Hellena. Avant ce week-end, je ne connaissais pas le nom du copilote d'Ogier. Ah ouais, c'est sûr. Qui est pourtant une machine. Et la machine, on parlait justement de machine, on parlait de la relève. Johan Rossel, la WRC3, c'est vrai que... comment elle se montre en ce moment avec Solberg ? Eh bien, en fait, c'est vraiment... très prometteur parce que Johan Rossel a été champion de France des rallyes asphalte en 2019. Ouais. Il enchaîne avec un titre donc en WRC3, la 3e catégorie du rallye. Pierre Leloubet avait été champion WRC2 en 2019, donc c'est pas mal niveau français comme tu le disais Jean-Louis. Et la relève, donc il y a Oliver Solberg qui sera au Monte-Carlo aussi, il l'a officialisé. Donc ça, c'est le fils du champion du monde. C'est Peter, c'est son fils ? Tout à fait. Alors, il est suédois alors que son papa est norvégien, mais parce que sa maman est suédoise. Et il a été impressionnant ce week-end. 5e derrière les Cadors, donc c'est vraiment fort. Pour son 2e rallye asphalte avec une WRC, donc c'est bien. Il y a Rovanperä, le fils de Harry Rovanperä, qui est là aussi. Donc ça fait partie de la relève. On espère Fourmeau chez les Français. C'était un peu compliqué ce week-end. Il est parti en tonneau avec la Ford. C'est quand même lui, c'est pas lui le plus prometteur avec Roubaix.
Si, tout à fait. Mais C'est lui, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Il a beaucoup de pression sur les épaules aussi, Adrien, parce qu'on vient justement, comme tu le disais, Rémi, d'une domination en 18 ans de Sébastien. J'ai énormément de respect pour les pilotes de rallye parce que, tu vois, le bol, tout ça, les circuits, la F1, t'en prends plein la gueule, des G, tout ça, mais en ayant fait, tu te conditionnes, t'apprends, tu recules tes freinages, c'est évidemment, et beaucoup de talent, mais en rallye, j'ai vraiment... On m'aurait proposé, comme le Manx TT, qu'on m'avait proposé de le faire, j'ai jamais voulu y aller parce que la peur de mourir, le platane, le muret, il est là. Je sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais sur la piste et ce qui est en rallye et tout ce qui est sur les routes ouvertes, mais c'est un autre monde. Et il faut tellement débrancher le cerveau. Je sais pas comment ils font. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ouais, mais je comparerais un peu le rallye à ce qu'on connaît en moto avec des courses comme le TT. Ah oui. C'est-à-dire que ce sont des courses dans lesquelles, en fait, compte, il faut... Moi, ce qui m'impressionne, mais énormément chez les pilotes de rallye voiture ou les pilotes moto du TT, c'est les champions... C'est pire le TT. Je pense qu'ils ont un point commun. Je le sais parce que je connais pas de pilotes voiture, mais je connais des pilotes comme John McGuinness qui est venu en endurance, donc que je connais très bien. Et j'en ai parlé, je lui ai dit mais comment c'est possible? Et en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont d'une intelligence extrême qui leur permet d'être juste en dessous. Alors qu'au 24 heures du Mans, au Bol d'Or, en F1, en MotoGP, on est à la limite, on est à 100%. C'est ça. Là, les vainqueurs, alors il y a ceux qui se crachent. Juste en dessous, Joe Dunlop oui, mais il y a 48 ans, et ensuite bien sûr, il y a l'accident. Les frères se tuent Il y a aussi, l'accident, il y a les accidents mortels, mais souvent on se tue plus sur les pilotes d'après, pas ceux qui gagnent. Ceux qui sont 3e, 4e, 5e, parce que pour aller chercher celui qui gagne, là on doit prendre tous les risques. Ouais. La force d'un McGuinness, c'est qu'en fait il arrive, avec ses 210 km/h de moyenne sur l'île de Mans, sur des routes, mais il la connaît par cœur. Tu es éternel. Il est un peu en déjà. dessous. Oui, mais c'est extrêmement important de considérer qu'ils ont cette capacité-là où je trouve qu'ils sont impressionnants. Un Sébastien Loeb, que je suivais beaucoup parce qu'il a un charisme tel, je me dis comment c'est possible? Comment c'est possible? En fait, pour finalement ne jamais ou rarement se cracher, comme c'était le cas, c'est que derrière, il y a une maîtrise qui fait qu'en fin de compte, il nous impressionne parce que la voiture, là, on traverse en tous les sens au bord de ravins. Enfin, c'est un truc de fou. C'est plus dangereux le Tourist Trophy. Ils sont malgré tout, pour ne pas se cracher. Comme guest, il n'a pas roulé, il n'est pas fou. Mais il a bien vu ce que c'était. Il arrive, la force qu'il a, l'intelligence qu'il a, c'est d'arriver à être pas à la limite. Eh ben, je rebondis sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, Christophe, parce que Loeb, comme Ogier, les grands champions comme ça, on l'a vu ce week-end, hein, il prend pas tous les risques, mais quand il faut y aller, quand il y a une spéciale où il faut y aller, ils y vont. Et c'est là où ils sont forts. Ils savent le faire. C'est très très impressionnant. Et vas-y, Non, c'est pas ça, c'est parce que... Non, je répète ce que j'ai dit déjà, je crois que c'est la dernière fois. Les pilotes de F1 regardent les rallyman à ce niveau-là, et ils disent tous... C'est des dingues. Bah, c'est ça. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Tu sais, on parlait tout à l'heure des pilotes qui s'entraînaient en tout terrain en moto. Oui. Bon, bah, Raikkonen a essayé le rallye. Bon, ça s'est pas très bien fini. Bottas a essayé. C'est pas génial. Non. Le pauvre Robert Kubica, il faisait aussi des rallyes. Il adorait ça. Ça s'est mal terminé. C'est mal compliqué. En revanche, ce serait intéressant. On voit une question qui est super. C'est Ogier peut-il être, est-ce que c'est aux 24 heures du Mans? Je pense que oui. Je pense que là, et alors ce serait intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de Rossi. Je pense qu'on verra aussi Rossi aux 24 heures du Mans, voiture. Je le viens. Donc là, alors je peux vous assurer que ça n'a pas échappé aux organisateurs des 24 heures du Mans. Je pense en particulier à Pierre Fillon, là, qui est là, et lui, c'est très bien que d'un côté, il peut avoir Valentin Rossi, de l'autre, il peut avoir évidemment Ogier. Et là, pour eux, ils savent très bien que c'est un scénario tout à fait envisageable. Surtout, et on va conclure rapidement. Parlons d'hybride. Parlons d'hybride, mais avant, donc c'est vrai que Ogier, comme Sébastien Loeb, d'ailleurs, s'ils vont en piste, comme ils sont capables justement d'être à 100%, 99%, là il faut donner à 110 et ils vont y aller. Donc Loeb, ça a fonctionné, il a failli gagner en 2005. Et du coup, là, on parlait de possible Le Mans. Le Mans, l'hybridation, on l'a depuis un moment sur les P1, enfin l'hypercar, je m'y ferai jamais ce nom. L'ère WRC, ce sera ma dernière question, mon cher Anthony, mais tu as été magnifique. À quoi s'attendre pour le futur avec l'hybridation des voitures? Je pense que Ford est pas mal, parce que quand il y a des nouvelles voitures qui sont lancées, Christian Loriot notamment, qui est le sorcier de cette équipe avec Malcolm Wilson, est capable de sortir de très bonnes voitures. Donc la Puma qu'on voit derrière, elle est vraiment impressionnante. Donc l'hybride, ça va porter les voitures à 500 chevaux, mais c'est un petit peu artificiel entre guillemets parce qu'elles vont pas rouler tout le temps sur l'électrique. Il y aura ce surplus de puissance comme on a eu avec les Toyota en endurance, qui pouvait aller jusqu'à 1000 chevaux. Donc là, l'ère hybride
ça va être intéressant. C'est quand même la fin des WRC. Thierry Neuville s'est exprimé en disant que c'était pas génial. Voilà. Et c'est vrai que tout le monde était très triste ce week-end de c'est compliqué. disputer le dernier rallye. Voilà, c'est parce que c'est compliqué le moteur hybride en rallye. On peut dire que ça prend aussi du poids sur les voitures. Il va falloir changer la répartition de tout ça, des batteries, des ceci, des cela, etc. Donc ça change quand même assez fondamentalement le comportement des machines, même s'il y a des chevaux. Ouais. Ça ne sera pas inintéressant, cela dit, et je conclus là-dessus. Hyundai a préparé sa voiture aussi, donc je pense sera là. Toyota a peut-être moins mis l'accent sur cette nouvelle génération, même s'ils sont très forts en hybride, on le sait, sur les voitures de route. Tu sais, ils jouent Toyota. le championnat du monde, alors donc ils poussent jusqu'au bout, donc ils n'ont pas eu trop le temps. On est d'accord. Mais quand même, au niveau des pilotes, ils ont la crème de la crème, parce que Ogier va faire quelques rallyes avec Essa-Pekka Calapi en alternance. Et puis on a Evans qui fait encore une fois vice-champion, qui va faire des miracles, je pense. Son père Gwyndaf avait été extrêmement populaire en rallye. Et puis ils ont la pépite Rovanpera. Donc attention l'année prochaine, je mets une petite pièce sur Ford pour la voiture, mais au niveau des pilotes, Toyota sera là. Très bien, merci beaucoup Anthony. Nous continuons notre programme, je l'ai ici. Nous commençons, non là, c'est vrai que je ferai pas Miss Météo, tu vois, j'irai même pas à toucher le bon logo. Nous passons maintenant à la Ford Zone. Et ouais les gars, nous parlons évidemment de notre partenaire Ford et quelque chose me dit que pour commencer cette chronique, nous sommes en duplex du musée de l'automobile de notre pote Frank My Life avec Joffre. Joffre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es dans le coin? Merci Donald. Salut à tous, c'est Geoffrey de l'équipe Team Fordilla. Je voulais vous faire un petit message déjà pour remercier Ford de l'opportunité qu'il nous a offert pour essayer la Mach-E Mustang GT, une voiture incroyable. On a été bluffé avec l'équipe Fordilla de la prise en main et l'adaptation de ce véhicule. Ça se conduit vraiment comme un coupé Mustang Essence. C'est une voiture dynamique qui a un coup camionnesque et on en a vraiment profité sur les routes croates. Donc encore merci à l'équipe de Ford, un grand coucou à l'équipe de Racing Pour les Stream, caisses. Non, et là. merci encore. À très bientôt. Ciao. Très très beau, bah du coup ouais, effectivement il n'est pas parti avec la Batmobile, il est parti en croisée. Ça vous avez vu toutes les caisses qu'il y a là-dedans. Batmobile, oui. Ah mais c'est le musée de Frank My Life, vraiment c'est à visiter, il est là-bas aussi. Toutes les caisses de cinéma, c'est ça? Incroyable, c'est incroyable cette collection à retrouver avec lui. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire plaisir à Geoffrey, à Sylvain Gauthier, qui nous ont beaucoup aidés pour le Vanzilla, accompagné d'Inès Tétinger en Croatie pour aller tester le nouveau Mach-E GT. Vous le voyez sur les images. Alors, ce qui est drôle, c'est vous allez voir la tête que fait Sylvain quand Inès met flat, comme on dit. Oui, alors, déjà, vous voyez, vous regarderez, les cheveux d'Inès, on les voit que ça commence à voler. C'est dans les plans qui vont arriver après, vous allez voir, c'est assez rigolo. Parce que, vas-y. Non, mais la question surtout, est-ce qu'elle les a battus? Parce que Arnaud se targue d'avoir battu Inès. Est-ce qu'avec cette Mach-E GT, il y a eu match? Non, là, c'était du fun. C'était un essai. Regardez les cheveux d'Inès, comment ça bouge. C'est un avion. J'avais dit à la précédente émission, la caisse, elle a fait le 0 à 100 en 4 secondes 4. Et là, il y a des moments où elle était en mode, évidemment, sur les routes fermées, en mode Untamed plus. Et franchement, c'est très cool. Elle nous l'a dit après, quand elle est revenue, que c'était un truc de fou. C'est pas qu'un simple badge GT, on passe de la Mach-E à la GT, la voiture elle est repensée. Quand on soude, on a vraiment ça passe en mode la sensation de propulsion. Regardez Sylvain, c'est exceptionnel la tête qu'il fait. On est amoureux de cette voiture, de cette Ford Mach-E GT, franchement, Il parce ferme que les yeux. Oui, c'est ça. je ne savais pas qu'il était filmé peut-être, mais en tout cas on est amoureux parce que c'est des performances. Alors on va pas y revenir spéciellement, mais en tout cas qui sont plus qu'une GT comme tu dis. Ah ouais, c'est clair, mais puis en plus là, tout a été retravaillé, le châssis, la voiture elle est très saine, hein. Elle le dit dans la vidéo, Inès, même là si on n'a pas mis le son, elle est très saine, elle avionne, et je vous le dis, hein, c'est pas que juste mettre deux lignes GT sur la carrosserie, il y a évidemment des appendices aérodynamiques, mais tout a été repensé, il y a les sièges sport, t'as le volant, t'as tout qui a été fait pour que ça matche avec le gros moteur, les gros freins, le châssis qui a été retravaillé, et tout est cool aussi. Quand est-ce qu'on va en... Plus de 450, 487 je crois, c'est 860 Nm de couple. Ça parle. Quand est-ce qu'on va en Indonésie la tester, Rémi? On va leur dire. L'appel est lancé, je pense qu'ils nous regardent. Il y a un petit appel du pied là du côté de... Ah ben c'est super l'Indonésie. Nous on était allés, pas à Mandalika, mais à Sentul à l'époque, pendant 4 ans en MotoGP et en Superbike, c'est sensationnel. Hein. Ouais. Bon, voilà Ford.
C'est ça. Et c'est pas que la Mach-E GT d'ailleurs dont on va parler, parce que je crois qu'il y a aussi un nouveau modèle, non? Ah oui, on va parler du Ranger, mais avant d'y repenser, de passer là-dessus, Amco, qui était notre dernier invité de Racing Stream, il m'avait dit, quand j'avais vu la Mustang Mach-E juste après la présentation online à Cologne, et il m'avait dit qu'en fait, sur la ligne je sais pas si c'est dit la ligne de caisse, mais en tout cas, si au-dessus de la lunette arrière, c'est noir, c'est que justement pour que ça casse la ligne et qu'on retrouve vraiment des lignes véritablement de Mustang. On le voit à l'arrière, c'est le petit truc noir au-dessus c'est que justement, c'est un SUV, mais ce petit élément-là, pourquoi il n'est pas jaune, c'est que justement, c'est pour rappeler les lignes de Mustang en version essence. Oui. Et que du coup, c'est pour ça qu'elle mérite aussi toutes ces lettres de Mustang. C'est fort, parce que comme tu le rappelles, c'est quand même un SUV. C'est fort parce qu'on retrouve en design et en performance une voiture ultra intéressante. C'est clair. C'est d'ailleurs qui nous dit la route est fermée, mais on voit des voitures. Non, je dis non. La route était fermée sur des secteurs, pas là, évidemment. Là, évidemment, elle roulait à 50 km/h. Bien sûr, ça s'est vu. Oui, les cheveux qui s'envolaient. Mais ça va très vite. Moi, il y a beaucoup de couples dès le début. C'est clair. On parle maintenant de brevets qui ont été faits, parce que c'est vrai que le Ranger, c'est quelque chose, mais il y a un truc. C'est mythique. Ouais, non, mais là, c'est un truc de fou. Avant de parler du brevet qui a été développé avec une université américaine, qui est Purdue, c'est pas évident à faire cet accent. Ils sont en train de développer, écoute-moi Jean-Louis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils sont en train de développer des câbles, des différents types de câbles de recharge pour qu'ils s'auto-refroidissent eux-mêmes, ce qui permettrait dans les années à venir... D'accélérer. Ah non, mais c'est même pas ça, c'est de faire un plein d'électricité aussi vite qu'un plein d'essence. Et là, on n'aurait plus aucun problème. Ça a été déposé, là, c'est officiel? Ils sont en train de bosser dessus. Là, il y a 2500 brevets qui ont été faits pour l'électrification. Oui, Anthony de 2500 brevets qui ont été faits pour l'électrification. Là-dessus, il y en a 4000 en attente. Autant vous dire que ça bosse de fou. Là, le câble qu'ils vont faire, donc du coup, c'est pas pour maintenant, c'est pour les années à venir, mais les premiers prototypes, ils arriveront dans 2 ans, donc évidemment c'est pour bientôt, mais les horizons de la prochaine décennie, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu fais rire, mon rire? Je voudrais que tu prennes à fou rire. Ah oui, mais non, ça marchera pas. Non, ce qui est fort, Donald, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'innovation, mais il y a aussi du retour utilisateur. Ouais. Ford, en tout cas, est très à la pointe dans les 2 catégories. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Oui, complètement. C'est vrai que là, ils utilisent vraiment les... Mais de la même manière, quand on parlait du projet P1, ça a été fait avec la communauté. Les utilisateurs, c'est hyper important. Et pour ça, je vous parle du nouveau Ranger. On a une photo à vous montrer. Ça a été vraiment emmené ce matin par les communiqués de presse. Donc c'est tout frais. On vous donne vraiment les infos fraîches. Vous le voyez, le Ranger. Il est jaune. Ouais, bah moi je prends n'importe lequel. Le noir m'ira très bien. Mais le bleu. Moi j'ai la Ford Focus RS. Alors forcément je le prends le bleu, même si c'est pas le Focus RS. Vous le voyez, les nouvelles faces avant. C'est vrai que c'est un best-seller. C'est vrai que la voiture, il est tout nouveau châssis. Il est plus large et ça change tout parce que c'est vrai que pour des franchissements, pour des trucs comme ça paraît pas grand-chose. Je crois que c'est 50 mm, mais ça change tout à la fin. Ils n'ont pas travaillé sur les cale-pieds, les choses comme ça? Oui, les marchepieds. Parce que on disait tout à l'heure, l'avancée avec les utilisateurs, c'est de bosser avec eux, comment on peut améliorer. Et ils ont bossé sur un nouveau marchepied qui est beaucoup plus accessible. Ça paraît con comme ça, mais nous, en France, on est souvent justement à bosser avec des utilitaires, des transits, mais sur d'autres marchés, ils ont beaucoup de pick-up. Et les marchepieds, pour les chargements, ça change tout. Et c'est très cool. Au niveau des nouveautés, ce qui a été présenté, qui est un nouveau grand écran vertical qui est énorme avec le Sync 4 à l'intérieur. Je dis pas de regardez les replays de Racing Stream? Évidemment, bien sûr, mais quelle autre utilité? Mais en tout cas, je crois que c'est la même chose qu'on a sur les Mach-E. Et c'est la première fois en Europe, depuis la création du Ranger, on a un V6 biturbo, 3 litres. Il existera en simple turbo plus tard. Et on aura plus tard des annonces sur des versions électriques. Mais voilà, c'est cool. C'est vrai que le Ranger, aux États-Unis, c'est le 150, mais le Ranger, oui, qui est célèbre. Ouais, moi j'aimerais bien un F650, juste pour faire chier tout le monde. Ça pourrait être sympa, F650. Le 150, c'est important parce que quand Ferrari a sorti, je crois en 2011 ou 12, sa Formule 1, oui. Il l'appelait 150 parce que c'était le 150e anniversaire de l'unité italienne. Et Ford a dit, attendez, 150, c'est déposé par nous. Donc ils ont mis la SF150. Ils ont été obligés de faire SF150, IM, le petit E, trait d'union Italia, pour appeler la voiture. Ils n'avaient pas droit à 150 tout seul.
Donc, pour dire que 150 chez Ford, c'est vraiment ancré dans la terre, profondément. Mais Jean-Louis, que ferait-on sans toi? On demande la Formule 1, mais on va quand même parler d'endurance avant. Ah oui, on va parler. Ah bah oui, Fordilla, alors. L'endurance, les 8 heures de la Nordschleife. D'ailleurs, Jim Farley a même retweeté comme quoi il est fier de son équipe. Hein, franchement, il fait. C'est quoi, podium? Non, ouais, c'est ça, P3. Ouais. P3 sur les 8 heures de la Nordschleife avec Nino Punto, Pablo Lopez et Rafael Lobato. Autant vous dire que c'est cool parce que à la fin, ça va nous amener sur les 24 heures virtuelles de Le Mans. Donc, on a vraiment nos chances là-dessus. C'est bientôt d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est janvier. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. En tout cas, c'est cool. On voit que ça fonctionne. On a eu du mal à prendre des marques au début. Mais là, ça avance bien. L'équipe, elle fonctionne bien. Pablo, c'est un avion. Enfin, Nino Punto aussi. On est hyper fiers de l'équipe qui tourne là sur les Le Mans Virtual Series. Ça marche très bien. Et avec des pilotes pros qui vont être là aux 24 heures virtuelles. Enfin bon, bref, ça va être très cool. Combo. Et avant de terminer cette truc, j'ai une petite question. À votre avis, avec le Mach-E, en 10 minutes sur une borne rapide, à votre avis, on recharge combien de kilomètres? Allez, en 10 minutes. Hein. 10 minutes, c'est pas un plein d'essence, mais c'est quand même, ça s'approche. Ouais, je veux dire, il faut aller payer, tout ça, etc. Ouais, voilà, un café, oui. Non, j'ai pas d'idée. Une idée de votre côté? Non. Franchement, je sais pas, 40 bornes? 40 bornes, c'est plus de 100 bornes. Mais non. Voilà. C'est tout pour moi. Drop the mic. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Je pense que c'est très très bien. Non mais voilà, c'est quand même énorme. C'est vrai qu'on a tous peur de tomber en rade avec l'électrification des caisses, mais avec des trucs comme ça, je pense que on peut aller au ski tranquille. Enfin, je veux dire, moi je vais aller au ski cet hiver s'il y a moyen. En ranger. Je dis ça, je rien. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la Ford. Je précise de le tester en tout cas ce nouveau Ranger. En tout cas, merci à Inès d'être allée visiter ce beau pays de la Croatie. Pour nous continuons notre beau programme avec évidemment notre invité. On va parler de Bechan encore une fois. C'est l'interview de Christophe Guyot. Christophe. Ce qui est rigolo, c'est que, on en parlait quand je suis allé te chercher, quand je roulais à l'époque en bécane, la première fois qu'on s'est croisés, j'étais au motoclub de plaisir avec le regretté Rachel Nicotte. Et on avait fait un dîner et tu nous expliquais, c'était les débuts du GMT, mais ça commençait déjà à bien marcher. Et moi, j'étais comme ça, je buvais tes paroles parce que j'avais qu'une envie, c'était de pilote pro. Tu n'étais plus instituteur, tu venais d'arrêter. Oui, j'étais en disponibilité, j'y suis resté longtemps. Et Rachel Nicotte, c'est vrai que c'était un pilote incroyable. C'était, rappelez-vous, à l'époque, dans les années 90, c'était le patron en supersport. Il a gagné 2 fois les 24 heures du Mans. Dont une fois avec Philippe Molleret, la seule victoire de Molleret importante. Et l'autre pilote, Bruno Bonnehuile, qui s'est tué à Macao. Rachel, donc, qui a disparu en 2005. Mais qui était vraiment un ami proche. C'est lui qui m'a formé aussi comme animateur pour au circuit Carole. C'est grâce à lui que j'ai pu passer mon brevet pour enseigner le sport moto. C'était quelqu'un d'incroyable et qui m'a aidé aussi à construire mon écurie de course. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés, mais c'était l'époque où tu te battais d'ailleurs avec Sylvain Guintoli. Ah ouais, en 50, j'ai roulé avec Sylvain Guintoli, c'est fou. Ah oui. Ouais, en 50, à Carole, en Supermoto, on était à 92 chrono. Mais bon, c'était des belles années, j'y croyais encore, mais j'avais pas le mojo pour être pilote pro, mais qu'est-ce que j'étais passionné. Vous étiez avec Rachel, issu d'une ville, en tout cas, qui portait le nom de cette ville, c'est tout ce qu'on ressent sur une moto, plaisir. Le plaisir. C'était des beaux souvenirs. En tout cas, voilà, j'avais envie d'en parler. C'est vrai que je me rappellerai toujours de ce dîner. C'est tous les conseils que tu avais pu donner. Et Rachel, qui avait en gros, sur le carénage de sa moto, il était en Grand Prix également, 500, ville de plaisir. C'est pour ça alors que Philippe a pris comme slogan j'économise sur le tarif, pas sur le plaisir. Mais Rachel a vraiment été très fidèle également à sa ville, qui l'a aidé longtemps. C'est vrai. Parlons maintenant de toi, du bilan de cette année sportive pour le GMT. Tu voulais au moins un titre de champion du monde par équipe. Comment tu vois la situation aujourd'hui? Je suis obligé d'intervenir. Aïe. Non. Il m'a forcé, et c'était une super rencontre, à aller voir son deuxième pilote, Federico Caricasolo. Et pour la première fois, on était faire un sujet spécial au circuit Carole sur le GMT 94 et ses 2 pilotes. La seule question qu'il y avait, m'a dit Christophe, ils allaient être champion du monde par équipe, c'est lequel de ces 2 pilotes allait être champion du monde pilote? Et moi, j'y croyais. On y croyait tous. Ce que dit Rémi, c'est extrêmement vrai. C'était une saison incroyable. On a vécu des scénarios qu'on n'attendait pas. Et Dieu sait qu'en endurance, j'ai été habitué à connaître le truc qui arrive jamais. Donc c'est comme Mais là, effectivement, on l'a vécu en vitesse mondiale, mais à ce point-là, c'était inédit. En revanche, ça a apporté des choses extraordinaires.
Le bilan, il est magique, parce que je pense que l'ensemble du paddock, y compris de nos concurrents, ont été extrêmement touchés de nous voir réussir comme ça cette fin de saison. Sur les 3 dernières courses, Portugal, Argentine et là, Asie du Sud-Est, on a vraiment... ça a été Jules Cluzel, le pilote qui marque le plus de points, qui a brillé, et contre toute attente. Pour le coup, dans l'autre sens, puisque c'est une telle succession d'échecs qu'on se demandait comment on allait sortir des têtes de l'eau, comment même on aurait la force de continuer, comment un Jules Cluzel allait pouvoir encore continuer après tout ça. Et là, c'était une résurrection qui était encore une fois magique et qui procure un bonheur peut-être encore plus intense que ce qu'on aurait pu imaginer. Et l'objectif, c'est toujours le Superbike ? Ah, mais c'est une évidence. Maintenant, on est aussi des compétiteurs. Là, c'est un mot là je peux employer. Je pense que c'est important, avant d'aller en Superbike, de réussir là où on est. Normalement, tu nous avais dit que l'année prochaine, c'était le Superbike. Évidemment, mais parce que... C'est la catastrophe d'après-partie de saison qui a fait que c'est plus possible. On ne peut pas quitter par la petite porte la catégorie Supersport. Comment peut-on réussir demain en mondial Superbike et le plus haut niveau de Superproduction? Ils viennent bien de recruter Philippe Autel, qui avait gagné une. Oui, mais une erreur d'ailleurs. Peu importe. En ce qui nous concerne, je veux faire du sport, vraiment du sport à 100%. Et de la même manière qu'on a quitté l'endurance sur un titre de champion du monde, je ne me vois pas partir du Supersport en être une équipe de pointe, l'équipe de pointe. Et après, on pourra aller en Superbike. Et là, on souffrira à nouveau, parce qu'on va arriver dans la catégorie reine du sport production, et on peut s'attendre à, certainement, encore une fois, 1 année, 2 années, peu importe, un peu difficile, mais pour l'affronter, je pense qu'il faut arriver en étant champion du monde. Christophe, ça, moi, je reconnais vraiment le pilote, team manager. C'est vrai que j'ai l'impression d'entendre Malcolm Wilson chez Ford, j'ai l'impression d'entendre Jari Matti-Latvala. C'est quand même assez intéressant, justement, de savoir, quand on est ancien pilote et donc team manager, tu as cette envie de gagner pour tes pilotes, pour toi. C'est quoi que tu estimeras être un succès, finalement? Même un titre de vice-champion, ça serait envisageable? Pour moi, l'envie de gagner, non, c'est gagner. Et pas pour être le numéro 1, que je n'ai jamais porté, pas pour les mêmes raisons que Valentino Rossi ou d'autres après. C'est vraiment pour démontrer qu'on n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs, mais montrer que c'est possible. Et donner cette possibilité, cette force à tous ceux qui nous entourent. Et on a un club qui est très fort maintenant, le GMT 94, et le message que j'écrivais quand j'étais pilote sur tous mes posters, avec nous, tout est possible. Mais c'est ça qu'on veut démontrer, c'est donner de l'espoir aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation qu'on vit, sur le plan économique, écologique, à tous les niveaux, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit débattre. Montrer qu'on peut gagner, qu'on doit gagner, c'est important. Oui, mais il y a un facteur, mais c'est important, on ne peut pas lâcher, on ne lâchera jamais. Donc, les échecs, on peut tous... Au bout de l'échec, il y aura la réussite. Et justement, c'est important de réussir pour le démontrer. Jules Cluzel, il a gagné 24 courses en Supersport. Qu'est-ce qui lui manque? Un peu de chance pour le titre d'être champion du monde, il le sera avec nous. Il n'y a pas d'autre solution. C'est no way. Lui-même, il a une motivation incroyable. L'énergie qu'il a démontrée. Rémi, tu as commenté la course. Ce qu'il a fait, c'est fou. Il est parti loin. Là aussi, on était en difficulté. Mais il est remonté de la 13e place. Il est venu gagner la course. Oui, mais je trouve encore que pour un pilote qui a une telle expérience et qui est tellement sûr de lui quand tout va bien, comme en Argentine où il est intouchable, je trouve que comme quand il a débuté à 17 ans, il lui manque encore ce qu'ont d'autres pilotes. Il a essayé de prendre un de ses copains cette année pour l'aider. Est-ce qu'il y a un vrai préparateur mental? Fabio Quartararo est passé par là, hein, à un moment. Il a été voir une professionnelle. Est-ce que il y a eu un moment où on l'a vu, quand on l'a croisé à Magny-Cours, il doutait, il était obnubilé par cette bardale. Ça va plus vite, la machine est meilleure à côté. Je trouve qu'il lui manque ça, parce qu'en pilotage, il est le plus fort du plateau, c'est clair. J'ai une autre analyse. Pour moi, ce qui a manqué peut-être à Jules, c'est la stabilité, parce qu'il a un tel stress qu'il a du mal à rester dans les équipes. On est bien d'accord qu'il a un énorme stress. Donc il a changé beaucoup d'équipes. On dit souvent de la course en voiture, et Jean-Louis Moncey ne peut pas dire le contraire, en voiture, aussi on parle de famille dans une équipe, dans une écurie. Oui. Et ça, c'est peut-être ce qu'on n'avait pas su trouver avant, Jules. Là, il va être chez nous pour la 4e fois. Ça n'est jamais arrivé dans sa carrière. Il y a Brigitte, son épouse, qui gère, il y a Rémi Guyot qui gère. Et il a une équipe qui est avec Jules Cluzel. Dans la difficulté parfois, on vit des moments difficiles. Ça a été très dur. Il a eu comme mécanicien Santi Hernandez, qui est d'ailleurs celui maintenant de Marc Marquez. Jules est un garçon très stressé, hyper ambitieux. C'est le talent, c'est une pépite, fait partie des... C'est vrai. Mais il a manqué peut-être ça. Là, pour la première fois de sa carrière, il va rester
longtemps dans la même équipe. L'esprit de famille, je crois que maintenant, depuis quelques courses, depuis Manicourt en fait, il n'a pas été très chanceux honnêtement à Manicourt, mais depuis Manicourt, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Parce qu'il n'a plus de il est en chat confiance noir, avec nous. Parce que tant qu'il sera percuté par quelqu'un, ça, on peut pas le... Mais il en s'est même percuté temps... quasiment par tout le plateau maintenant, par Caricasulo, par tous les... à chaque fois, donc c'est pas possible. Je pense sincèrement que là, il a tous les outils pour être champion du monde. Dans il sa faut tête. la chance. Il l'est. Ah, mais oui, ils sont soutenus déjà. Donc il ça, va l'avoir. Parce que lui-même le dit, il l'a dit d'ailleurs récemment, il ne voulait pas croire à la malchance, et c'est bien. Alors qu'honnêtement, c'était de la malchance. Mais de Rosa qui il ne voulait pas croire à ça, parce que ça veut dire qu'il lutte aussi sur lui-même, il fait des efforts sur lui-même, et là, ce qu'il a réalisé en Indonésie, c'est exceptionnel, parce que c'est-à-dire que c'était la marque, pour moi, il a changé. C'est-à-dire qu'il est parti 13e, il était allé gagner la course. Là, le stress, il l'a évacué. Il a foncé, il s'est fait plaisir. Ça fait peu de temps, ça fait quelques courses seulement, qu'on se fait plaisir ensemble. Ça a été long. Il est clair que c'était plus beau qu'en Argentine, où il était le patron, il dominait. Là, il était avant ces courses-là, on avait gagné avec la première course avec Jules en Thaïlande. On avait gagné, mais c'est toujours des moments difficiles. Toujours des combats, y compris même avec son équipe. De la difficulté. C'est plus beau quand c'est une remontada. Mais non, c'était plus beau parce que là, on s'est fait plaisir toute la semaine, et au Portugal, et en Argentine. On a vécu des moments de famille avec Jules. Et ça, c'était important. Et puis un autre élément aussi qui a joué, et le coéquipier, donc le choix du coéquipier sera important l'an prochain aussi. Honnêtement, Valentin De Bise, il a apporté des choses importantes, il a contribué, il a mis de la confiance, il a aidé donc, aussi Jules. Donc Caricasulo n'était pas le bon coéquipier idéal Non, pour d'autres raisons. Mais... après, Jules est quelqu'un de très particulier. Après, la raison pour laquelle il reste aussi chez nous longtemps, c'est que la qualité première qu'il a, c'est celle qui m'attache à lui, c'est que c'est quelqu'un qui est sain, qui porte des valeurs très fortes, on s'entend hyper bien sur tous les sujets. Mais il encore une fois, économiques, sociaux, culturels, jamais. C'est dur, c'est très dur. On vit des moments durs, mais de son côté aussi, parce que je ne suis pas toujours facile non plus. Mais le fond, les valeurs qu'on porte, elles sont communes. Et c'est ce qui nous aide aussi à rester ensemble et aller au bout du projet. Donc l'année prochaine, il est encore là et il y aura qui ? Ah oui, tu m'as impressionné là. Ah ouais. Non, mais il nous le dira pas. Ah bah si, moi je veux savoir. On ne saura pas avant décembre. De la façon dont tu parles, tu nous as donné une leçon à tous. Bravo. C'est beau. Alors, c'est un instituteur. Non mais, bravo. sur le chat, on dit ouais, on se coupe passer la parole, on s'entend, on se laisse parler. Bah oui, forcément, quand on a quelqu'un comme Christophe Bouillon, on entend. Formidable, On formidable. pourrait parler tellement longtemps. Un dernier point. En Indonésie, c'était quel circuit ? Mandalika. Parlement. Parle-moi de ce circuit. Alors, désolé de revenir. Bon, alors, je préfère je vais dire les choses comme je les pense. Vas-y, dis-moi. L'Indonésie est un pays extraordinaire. On sait que c'est une dictature, c'est difficile. Les gens vivent le contraste quand on y arrive. C'est vraiment très contrasté entre la misère des bidonvilles qu'on n'imagine pas et puis des gens d'une richesse incroyable. C'est le pays dans lequel je crois on est le mieux accueilli au monde. Toute la population. On arrive à l'aéroport de Lombok et déjà de Jakarta, on est photographié partout, les gens sont comme ça. C'est extraordinaire. Non mais tout le monde, dès qu'ils voient un t-shirt Racing, c'est une vraie passion de la moto. C'est le pays du scooter, c'est incroyable, c'est vrai. Là on intéresse les promoteurs, etc. parce qu'on voit bien qu'il y a un marché pour l'Asie. Alors, mais en même temps, je pense que si je dois donner mon sentiment, le circuit de Mandalika, il fallait le construire, mais pas à Lombok, pas sur une île. Pas sur un endroit. Peut-être aussi, il aurait fallu, mais parce qu'au niveau de la pluie... je trouve ça dommage. On a besoin de circuits, parce que ça répond à tellement de choses. La passion, ça accueille aussi les gens qui sont un peu tarés sur les routes. On peut les accueillir sur les circuits. C'est important, des circuits. Il faut en construire. Il fallait le faire à Sentoul, mais il fallait le faire ailleurs, parce que là, c'est sur une île. On vient abîmer une île pour faire un circuit, et je pense que là, on ne peut pas être fier de ça. C'est mon opinion. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pour la première fois pas communiqué sur le circuit. Ah, c'est pour ça, oui. D'accord. On a très peu communiqué parce que on se posait la question, et je travaille avec Rémi Guyot qui m'accompagne, on se posait la question, mais comment peut-on aller là ? Et on doit y aller. Il y a eu des manifestations les jours d'avant, d'ailleurs, avec les ONG. Oui, parce qu'aussi on a dû évacuer des gens pour construire en vitesse le circuit. Bon, tout n'est pas si simple. Quand même, il faut savoir que ce circuit est condamné, la manière dont il a été construit par les ONG. Hein. C'est pas, là, on est dans le factuel, on n'est pas dans un débat politique, on est vraiment dans le factuel. Donc, à côté de ça, quel dommage, parce que le circuit il est super. Tout est top. La population, les gens, il fallait y aller parce qu'on fait plaisir aux gens. Et ça doit rester la base. Après, de les accueillir aussi. Je pense que c'est le rôle d'une écurie de course d'apporter aussi aux gens
Donc faisons-le, mais en même temps, je pense qu'on peut aussi les aider en disant les choses. Ouais. Les gars, je suis obligé de vous couper parce qu'après, on va plus entendre parler pour toi. Non, c'est pas grave. Il veut plus parler Et alors, de comment Formule 1. il est ce circuit lui-même Bon, bah, ok, c'était. C'est con. Eh bien, on est venu abîmer les montagnes qu'il y a Non, sur non, l'île. c'est pas ça, mais dans Après, la le piste, tracé est c'est super, pas il est Parle-moi de la extraordinaire. piste, Sur le plan parle-moi de la technologique, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Ah, Les d'accord. écoulements de l'eau, donc il peut y avoir un déluge, tout est évacué parce que vous avez des ouvertures à l'intérieur de tous les virages. Il y a quand même une course, la course du samedi, il n'y en a eu qu'une, elle a été Non, mais annulée, là, l'autre à parce cause de que la c'était mousson. tout de suite, mais le lendemain, il y a quand même eu énormément d'eau et ça a pu rouler. Après 3 heures de retard. Non, sur le plan technologique, c'est un il faut dire la exploit. vérité. C'est un exploit, c'est grandiose, c'est magique. Et puis les gens aussi donnent cette valeur dans tous les cas à un circuit, dans tous les cas. Et Non, ben allez-y, maintenant, ils sont super. Oui. nous allons maintenant peut-être passer à la Formule 1. Oui. Ce sera. Moi, je voulais connaître. Mais oui, mais t'as bien fait, Jean-Luc. De toute façon, tu le sais très bien, je peux rien te refuser. La Formule 1, Nico. Et oui, gros morceau de ces Grands Prix. Ah, il a ramené ses notes, ça y est. Rémi. Non, mais là, ça va être le moment de Jean-Louis. Je sais que tu as plein de notes, Il a Rémi. pris ses notes. Nous allons parler évidemment du Brésil, du Qatar. Ils ne sont pas un peu mélangés les pinceaux au Brésil, les commissaires Alors, d'abord, São Paulo, hein, parce Oui. que comme le président du Brésil voulait faire un circuit à Rio à nouveau, le mettre en route, Ouais. São Paulo s'est débrouillé tout seul, donc c'est le Grand Prix de São Paulo, et pas du tout du Grand Prix du Brésil. Oui. Il y a une vraie différence. Ok, oui, d'accord. ils se sont mélangés les crayons parce que la fédération, et c'est plutôt son directeur de course, qui est Michael Masi, Ouais. a fait quand même pas mal de petites bêtises sur l'ensemble de... J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Oui. Oh non. a fait pas mal de petites bêtises sur l'ensemble de la gestion du week-end. Par exemple, bon, il y a eu l'histoire de l'aileron du DRS d'Hamilton, la trappe Ouais. qui s'ouvre pour donner une vitesse aérodynamique plus forte. Il y avait le même problème quasiment sur les Red Bull, ça n'a pas été signalé alors qu'on a vu les images. Ensuite, il y a eu, pendant la course, la fameuse histoire Avec Max, Verstappen-Hamilton, Alors, qui l'a amené... Alors, qu'est-ce que tu en penses? alors, attends, d'abord, je vais te donner les détails. Déjà, on n'avait pas tout pour juger, puisque Masi lui-même a dit « Ah, mais on n'a pas tous les éléments pour juger ». Effectivement, on n'avait pas la caméra intérieure de Verstappen. Ça, Pour c'est quelle raison? hallucinant. J'en sais rien, mais enfin, de toute façon, on n'aurait pas pu donner une décision sans cette caméra. Ils ont quand même donné une décision. Voilà, c'est comme ça. Alors là, après, tu regardes la caméra intérieure, la caméra embarquée de Verstappen, et là, tu vois le truc. Et tu vois que même quelqu'un comme Montoya, Juan Pablo Montoya, hein, je le salue s'il nous écoute, qui n'est pas un ange, qui est pas un... Il a dit, mais il n'a pas tourné. Mais bien sûr, tout le monde a vu que Verstappen oui. n'a pas tourné. Pas Il a laissé la suffisamment, voiture. ouais. Enfin, pas suffisamment. Et là, ben, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas dénier ses propres hommes. Michael Masi a pris sa décision, il n'y a rien. Et donc, Let quand them Mercedes race. a dit, vous avez vu ce coup de volant-là, enfin, cette absence de coup de volant, ben non, mais on laisse comme ça. parce C'était que- là où ils ont dit Let them race, c'était à ce moment-là? Oui, c'est ça que le... Oui, Sinon, disait, ça aurait l'examen gâché le est- championnat, puis il n'y avait rien en moto, Non. ça arrive 1000 fois, ça. Non, Ah c'est oui. ça. Alors, non, ah oui, mais ça... Les blocs pas, c'est tout. Excuse-moi, mais il faut te rappeler qu'il y a eu quand même 20 Grands Prix avant où ça s'est passé et à chaque fois il y a eu des pains. Alors là, tout d'un coup, on dit plus rien. Non, Bah, de toute façon, la décision à la fin, c'est qu'il n'y je a, sais pas eu de que sanction. tu es honnête, je sais, mais que tu es un fan de Verstappen, je sais aussi ça. Non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et justement, Non, les Hamilton, mais moi non plus, la décision. Mais au lieu de dire non, mais on ne revient pas sur notre décision, il aurait mieux valu dire bon, écoutez, oui, mais il y a eu un coup. Est-ce Il que a ça quand aurait même changé essayé, quelque chose etc. à la fin, en les mettant Non, 5 secondes de non, pénalité. De parce toute que façon, il a Hamilton fait- était le plus fort. Mais il a fait sa plus belle course, Hamilton, là. L'une des Vraiment. plus belles courses de sa carrière. Ouais, ça s'est vu. En ce Ça sens lui a que permis de briller encore plus en le- le redoublant le- ensuite. il y a la course sprint qui détermine la grille de départ. Il part dernier parce qu'il y a cette histoire Ouais. de DRS qui fonctionne pas bien et qui s'ouvre un peu trop. Bon, ok, on le corrige. Il part dernier, il remonte 5e. Il faut quand même remonter 15 places. Il est sur la vraie grille de départ. Il a 5 places de pénalité, donc il repart. Donc 5 plus 5, ça fait 10 places. Et il remonte quand même jusqu'à Verstappen. Et il le dépasse. Et là, il a fait une course absolument magnifique. L'une des plus belles de sa carrière. Et c'est peut-être là où il, potentiellement, gagne le titre. On va voir en fin de saison. Ça, Car il fait la dé- c'est pas encore dit parce que ensuite, bon, il y a eu le Qatar et là, le Qatar, j'avais parié avec Rémi que je m'inquiétais parce que c'était un circuit de moto. Eh bien, ça s'est très Oui. bien passé pour les Formule 1. D'où ma question à tous les deux d'ailleurs. Comment ça se fait que sur ce circuit de moto, Losail, les vibreurs sont si agressifs? Est-ce que les motards ont besoin de vibreurs très agressifs? Oh non. Alors, on a surtout besoin qu'il n'aille pas dessus.
Ouais. Et en fait, c'est la raison pour laquelle ils le sont. Il ne faut pas qu'ils aillent dessus. Donc, c'est peut-être certainement beaucoup mieux que les vibreurs soient agressifs comme ça, que de mettre du gazon, enfin du vert, là, sur lequel on n'a pas le droit d'aller. Alors, on est, nous, maintenant, pénalisés. Le public ne comprend plus rien sur les compétitions, parce que dès qu'une moto arrive un petit peu sur du vert qui n'est pas agressif, alors du coup, on est obligé de sanctionner en mettant des pénalités. C'est ce qu'on a vu à Manicourt avec la réclamation. Alors on devient de la Formule 1. Quand le vibreur il est soit agressif, soit glissant, c'est mieux. D'accord. En fait, c'est mieux. Pour des questions de sécurité, on veut mettre du vert là comme ça, mais du coup, on va dessus. D'accord. Mais c'est compliqué. Ça, ouais. Et du coup, ils en ont pensé quoi, les pilotes, de tout ça? Justement, pas mal du tout. Moi, j'ai trouvé que moi aussi, j'étais un peu inquiet. Je me dis, tiens, C'est dommage, ce sera la seule fois d'ailleurs. Hein. C'est un très très beau circuit pour la F1 également. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Mais ça sera la seule fois en F1. Oui, oui. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde de foot et ensuite il y aura un nouveau circuit parce qu'ils ont les moyens de construire là-bas. Mais je voulais aussi faire une parenthèse technique, à la fois pour dire à Rémi, rappelle-toi, je t'avais dit pour le Brésil que la remontée jusqu'à la grille de départ depuis Johnson, qui est le 12e virage, je crois, pour le moteur Mercedes, c'était très fort parce que c'est là où il met toute sa puissance. C'est vrai. Et on l'a vu. Et alors donc je reparle technique. Sur les vibreurs du Qatar, j'ai trouvé que les voitures dégustaient beaucoup de problèmes avec des ailerons abîmés. Et des crevaisons. Ça mordait. Les crevaisons, je vais en parler ensuite. Ça mordait beaucoup, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai posé la question pour ce qui était les motos, puisque le Qatar, c'est quand même le domaine de la moto. Si on regarde bien sur l'ensemble des deux calendriers des catégories phares, je ne parle pas du Superbike qui est par exemple à Monza, il y a très peu de circuits communs entre la MotoGP et la Formule 1, très peu. Tout à fait d'accord. Alors, Montagny sur Canal, que je salue, a eu une très belle réflexion. On a 3 Grands Prix en 3 semaines, là, et on est à la fin de la saison. Ça va être génial. Et c'est vrai que on voit beaucoup de petites voitures, des petites pointes sur les voitures, des voitures abîmées, un petit peu machin. Parce que déjà, on n'a pas le temps, 3 Grands Prix en 3 semaines, et deuxièmement, on est à la fin de la saison, et que... Et 2022, nouvelle voiture. voilà, ça, et tout arrive, et donc c'est plus compliqué. Voilà. Est-ce que Hamilton, c'était envisageable la pole avant les qualifs? Est-ce que ça partait mal? Écoute, moi je trouve qu'il a fait quelque chose de formidable, Hamilton, une nouvelle fois, parce que franchement, il fallait être très rapide sans empiéter sur les vibreurs, car comme beaucoup de gars qui ont du nez, il avait été voir tout ça de près, Hamilton, il n'est pas idiot non plus là-dessus, il s'est dit, il faut que j'évite ça, et il a fait une pole formidable, il s'est vraiment très très bien débrouillé, et puis la course a été vraiment imparable. Ça, c'était vraiment le truc formidable. On a bien vu aussi à nouveau que le DRS des Red Bull n'était pas tout à fait conforme, on a eu des vibrations ça flirte avec la légalité et tout. Bah oui, ce sont de pire en pire, et puis, c'est Anthony qui a dit ça, Pirelli, là, ils ont eu une grosse alerte, 4 crevaisons, que moi j'appellerais des déchappages, parce que tout est parti d'un coup, il ne reste plus que le flanc. Et dont une qui a eu des conséquences aussi sur la grille de départ, avec Pierre Gasly qui à la fin de la qualif se retrouve en difficulté, et du coup il y en a plusieurs qui sont pénalisés. C'est clair. Christophe? Moi, j'adore parce que j'ai un avis. On a l'avis que j'attendais, fin de compte, de Jean-Louis Moncey concernant le combat Hamilton-Verstappen. Et j'étais un petit peu. Bon, j'ai entendu l'avis de Jackie X, qui lui considère que Hamilton est vraiment maintenant en résistance, qu'il fait tout pour forcer, pour essayer d'être au niveau. Alors d'entendre que là, la dernière course est réalisée, l'une des plus belles de sa carrière, ça fait plaisir. Et que voilà, parce que maintenant, d'après Jackie X, en fin de compte, Hamilton ne peut pas lutter contre la jeunesse d'un Verstappen. C'est ce qu'il a déclaré. Mais là, ça fait du bien d'entendre aussi ce message de longévité d'un pilote qui est dans la durée, qui porte aussi de belles choses, je pense, au niveau des messages. Et je vais prendre la défense d'Hamilton pour la première fois, en ayant regardé son match. La seule chose qui m'a touché chez lui, c'est, moi j'estime, je te l'ai dit, que c'était le Roger Federer ou le Valentino Rossi, c'est de la com, mais il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, et ça me plaît, c'est qu'il vient de rien, et son père aussi, ils avaient zéro argent pour aller en karting. Et sur les 4 champions qu'il a affrontés, il y en a au moins 2 qui sont des fils à papa. Rosberg et maintenant Verstappen. Eux ont tout eu. Rosberg, il arrivait en hélicoptère. Et ça, venir de rien et faire ce qu'il fait, pour ça, je dis chapeau. Et il y a ça, et la longévité, parce que c'est la chance d'avoir, pour Hamilton en tout cas, d'avoir Verstappen à ses côtés, parce que ça lui redonne la motivation. Je suis content de vous entendre parler comme ça. Et ça donne la motivation, ce qui est important aux jeunes. Parce que de dire à un jeune qu'il est vieux à 25 ans, est-ce que c'est un beau message pour la jeunesse? Donc, quand un pilote a plus de 30 ans, et qu'il se donne, et qu'il est premier, qu'il gagne, pour les jeunes de 18 ans, de 20 ans, c'est fabuleux, c'est un beau message. Ouais. Je suis d'accord. Je trouve, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Oui, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Max a pris 5 places de pénalité et pas 3?
sur son problème alors, un drapeau jaune, 3 places. Ouais. Double drapeau jaune, 5 places. Ah, c'est ça, c'est parce que c'est double. Oui, c'est une progression dans le danger. Oui, mais je pensais que c'était Drapeau unique. jaune. Non, cette double pénalité. drapeau jaune. Et d'ailleurs, Il sait tout, cet homme-là. C'est incroyable. non mais d'ailleurs, Christian Horner que je déteste. Ah ouais. Mais oui, tous les grands prix, il est là en train de dire ceci, cela, etc., etc. Et là, il va porter la colère sur un commissaire qui, lui, a respecté la règle. Il y a une voiture arrêtée sur la piste. C'est clair que c'est 2 drapeaux jaunes. Ouais. Et il dit mais un commissaire rogue. Tu sais, entre voyous, malhonnêtes, etc., etc. Et il l'a regretté d'ailleurs, parce que là, pour une fois, la FIA a dit vous me prenez comme ça. Il a été convoqué. Ah ouais. Ils ont été chercher le commissaire. Et Verstappen est venu lui serrer la main. Ah, c'est Le gars, beau. à cause de lui, il a vu 5 places sur la grille. Ça, c'est bien. Ah, c'est Parce clair. qu'on ne peut pas, quand même, non plus. Alors, je mets le directeur de course à part, Michael Masi, parce que je trouve qu'il fait beaucoup de bêtises. Mais les commissaires, ce sont des bénévoles, la plupart du temps. Ils sont obligés d'apprendre des tas de choses. Ah bah oui. Hein. Parce que ça, par exemple, il est sur la piste, 2 drapeaux jaunes. Tu dois le faire. Alors, on a toujours les gars de Monaco qui sont extrêmement forts, on le sait. Mais sinon, tu pars dans des pays incertains, tu ne sais pas comment ça va fonctionner. Dieu merci, les Australiens aiment beaucoup travailler dans cette région-là, donc les commissaires australiens, c'est bien. Mais voilà, je trouve ça formidable. C'est pas un récidiviste, Verstappen, il n'avait pas déjà fait ça. Mais non, mais à Mexico. Non, mais Moi, ce que j'ai noté, c'est Pourquoi qu'il a ils pris attaquent lui aussi une pénalité. Non, mais d'accord. Hamilton était fantastique au Brésil, il a pris sa pénalité, il est remonté, et heureusement parce qu'il était le grand animateur de la course. alors, parce que devant, il a quoi à gagner là en fin de qualif de faire ça, franchement? Ouais, mais c'est. Non, mais attends. Alors non, là, je parle au pilote. C'est difficile quand tu sais que tu as déjà Je 2 sais, secteurs je me doute. devant. Quand il faut lever Couper. parce qu'il y a etc. Merde, je ne coupe pas, alors je coupe un peu. Et voilà, c'est ça la vraie histoire. Il l'a déjà fait d'ailleurs, Verstappen, ça. La fin de cette saison, ça va être le duel, évidemment. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on peut avoir un champion dès la prochaine course? Oui, c'est Comment tu vois possible, les c'est choses? possible. Ouais. C'est possible. C'est-à-dire qu'il y a 8 Ça points serait d'écart. Il y a 8 points d'écart. Oui, Parce alors que ça le serait bien en tout premier état de course parce que les champions, je dis les champions en règle générale, détestent aller jusqu'au dernier Grand Prix où tu es tenu. T'es pris à la gorge Mais ça va pour être essayer ça, de gagner ça va le être le titre. Ça, c'est dernier. plus compliqué. Plus tu recules, plus c'est difficile. Alors, il faut un écart. Il faudrait qu'il gagne, Verstappen, déjà, avec le meilleur tour. Comme ça serait réglé. Mais attention, il faut qu'on parle quand même de Jeddah, du circuit. Eh oui. Attention, je ne sais pas si c'est vraiment un circuit. Il y a 27 virages. Oh, punaise, c'est C'était vrai. 6 bornes, je crois, un truc comme ça. Mais enfin, on sait très bien. Je ne parle pas de Valence, Ricardo Tormo, qui est un circuit d'essai. Là, c'est voilà. un tourniquet, là. Comment ça, vous parlez de Carole? Non. On parle a de eu Valence. Valence. C'est bien, Carole. C'est bien, Carole. Circuit en ville, le On a eu Valence. Valence, le port de Valence, où il y avait 26 virages. Tous les grands prix qui ont eu lieu, c'était d'un pénible. 26 virages, c'est beaucoup trop. Il faut voir le plan de. C'est-à-dire quoi, il va y avoir 0 dépassement, ça va être. C'est des virages rapides, quoi. C'est que des enfilades. C'est compliqué, ça, je sais pas. Il y a une ligne droite, heureusement, devant les stands, où il y aura peut-être Elle est il y aura longue des de dépassements. combien? Elle doit être de 800 mètres à peu près. 800. Non, mais c'était ce qu'il y avait au Qatar, à peu près. Donc ça va. Mais même si elle est plus longue, il faut déclencher le DRS, tu vois, et passer. Ce sera le seul endroit, à mon avis, parce que sinon c'est très très tortueux. C'est en longueur, c'est un poisson. Alors justement, la question, parce qu'on a déjà vu ça en Formule 1 il y a longtemps maintenant, l'intérêt de Verstappen pourrait être de s'accrocher avec... Ah, Ah oui, ça. aïe. Ah ça. Aïe. Oh. Oh là là. Pas à cette Comment course-là. Pas à cette course-là. Comment Pas maintenant, pas après ce que tu as fait. À la dernière, mais pas là, il n'y a aucun Comment intérêt. quelqu'un Non mais ça va être Ah bah, il y a sûr, là. J'imagine que les commissaires, ça va être sous tension, parce Ah là là, que s'ils sont roue dans roue, C'est sous Verstappen tension. va être sacrément mal, parce que s'il est juste derrière Hamilton, il peut pas, il faut qu'il soit devant. Ouais. Comment va-t-il faire pour le passer? Parce qu'il va être... là, ça va être une situation sacrément compliquée. Ah ouais. Sur le barème des points, je dois admettre que Verstappen a 10 victoires. S'il gagne en Arabie Saoudite, contre 7 à Hamilton seulement, ça fait une vraie différence. Donc s'il y a ex-aequo, je vous rappelle, messieurs, la règle, c'est que c'est au nombre de victoires, et que là, au nombre de victoires, Max sera nettement devant. Et Et moi, ça me fait j'ai envie de te faire une transition parce que tout ce qu'on a évoqué là, ça me fait penser à Alonso parce que la dernière course en 2010 où il veut être champion et qu'il l'est pas, c'est évidemment un déchirement. À Valence, il a réussi à faire des dépassements de fou pour s'imposer, etc. Et là, ce week-end, Ah, il a c'est été clair. exceptionnel. Et dernière question, Jean-Louis, on sait que Mercedes, ils sont très sur 2022.
déjà à le préparer. Red Bull, est-ce qu'ils ne sont pas taqués sur la 2021, focus là-dessus pour être champion, et que finalement ils ne développent pas assez 2022 et ils seront au milieu de tableau l'année prochaine? Oui, on en a parlé pour la moto. Effectivement, les équipes qui poursuivent le championnat du monde si durement, avec tant de techniques, etc., jusqu'au bout de la saison, ont tendance quelquefois à négliger le projet de la voiture future, car je rappelle que c'est comme en moto, hein, la Formule 1, c'est le seul endroit où on fait une voiture par an. Hein. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc, ils ont tendance à négliger ça. Et le deuxième problème que je vois, moi, pour Red Bull, c'est que, certes, c'est des moteurs Honda, mais il y aura quand même une certaine délégation des pouvoirs à Red Bull, puisque c'est eux qui prennent en compte un peu le moteur, puisque Honda a décidé de se retirer. Sans faire comme la dernière fois, c'est-à-dire tout lâcher. Non, ils vont continuer à avoir des techniciens, etc. Mais quand ils prennent la décision, Honda, de se retirer de quelque chose, vraiment, ils s'en retirent. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme unité moteur pour Red Bull en 2022? Là, on peut poser la question, effectivement, par rapport à Mercedes, qui vient de confirmer que, d'ailleurs, ils allaient garder Hamilton également pour l'an prochain, puisque Hamilton a signé. C'était pas signé. Oui. C'est vrai, ouais, mais c'était pas signé. C'est pour ça, laissez le titre à Verstappen. Ça rebattrait les cartes. Non, hein. Il est comme ça avec moi, parce que moi, j'ai toujours été un fan de Rossi, pour le bonhomme, que je connais bien. Je l'ai vu au ski, quand il y avait la semaine de la F1. Sur le télésiège et de la moto. De Vélez. Et de la moto, tu te souviens, il y avait Nick Hayden qui était avec lui, qui était un mec formidable. Ils étaient là avec Ducati, c'était la semaine de la F1, mais c'était le sponsor était le même, c'est un manufacturier de tabac, et voilà, etc. Et ça avait été un type absolument formidable pour nous, les gens de la F1. Ouais. Finalement, il était motard, il pouvait faire ce qu'il voulait, et j'ai toujours été fan de Rossi pour ça. Puis le documentaire de Canal que j'ai vu, je l'ai pas encore vu. J'ai vu des trucs trop bien, complètement ahurissants. Le podium avec le chapeau de Robin Desbois. C'était à Donington, ça. Pardon? À Donington Park. Oui. Le notaire qui vient signer le fait que il est champion, enfin des trucs complètement dingues. Voilà, c'est pour ça. Merci Jean-Louis. Attends, t'allais dire quelque chose. Non, c'est évident qu'on a chacun nos préférences. Oui. Ça, tout le monde l'aura compris. Mais malgré tout, c'est vrai que si on est un peu honnête avec nous-mêmes, les deux le méritent. Ah oui, non, complètement, bien sûr. La saison. Et là, la saison, les deux méritent, c'est top. Et on dit juste rapidement qu'Alpine a fait un podium quand même, ou pas? Non. Oui. Évidemment, le chrono parle, mais j'ai évidemment parlé de Renault, je voulais parler de Ferrari aussi, c'est on n'a pas le temps. Si, mais maintenant qu'on l'a évoqué, on ne peut pas ne pas l'évoquer. C'est vrai qu'Alpine... Pas mal. Enfin, ça les aide. Pour Alonso, c'est bien, je suis content pour lui. Des belles perfs, là, c'est descendu, c'est remonté, quoi. Ça aide Alpine, et ça, c'est important, parce qu'on en a quand même, nous, besoin. C'est pas, cher monsieur Guyot, il sait que le sport automobile en France, ou le sport mécanique en France, c'est important, et c'est important qu'on ait des résultats de nos propres équipes. Et du coup, les performances en dents de scie d'Alpine, des fois, ça marche très fort, les voiles de l'arrivée. C'est pas compliqué à gérer. Si, c'est compliqué à gérer. Parce que pour Alonso, qui a un ego de pilote champion du monde, ça doit être difficile pour lui et tout ça. C'est difficile à gérer parce qu'il n'y a pas de certitude à chaque fois, en disant là, on va être bien, là, il y a des fois... Un podium de 17 ans. Hein. Oui, c'est énorme. Donc, Hongrie 2014. C'est ça. Bien sûr. Très bien, cette fois-ci, on en a terminé, les gars. Oui. Anthony, tu laisses ta place à notre ami Fabien Taraki, comme dit Arnaud de Samer. Bien sûr. Merci pour tout. Et nous accueillons Fabien pour l'e-sport qui nous parlait de Gran Turismo. Bon Fabien, on t'a amputé que 2 minutes ta chronique, ça va, on s'est bien débrouillé. J'ai l'impression que ça a été rush aujourd'hui. Regarde le chrono affiche 4,59. Voilà. C'est ton moment, tu reviens quand tu veux. C'est Jacques Martin qui est là. On va parler évidemment de Gran Turismo que nous avons le plaisir de commenter tous les deux. C'était le round 4 des World Series, une année qui a été un peu compliquée avec des points qui ont été... difficilement cherchable. En tout cas, c'est vrai qu'avec le showdown, on a perdu notre Français Baptiste Beauvois. Ça donne maintenant un gros avantage à Valerio Gallo. Parlons tout de suite de la Nations Cup. Et ouais, la Nations Cup, encore Valerio Gallo, il est intouchable cette année. Je crois qu'il va aller chercher son titre, franchement, les mains dans les poches. On a une super course. Hein. On était sur le circuit de Fuji, vous connaissez bien tous le circuit de Fuji, avec cette longue ligne droite d'1,5 km qui permet de nombreux dépassements. Et les pilotes s'en sont donnés à cœur joie parce que pendant 6-7 tours, sur les 18, les 6-7 derniers tours, ils ont fait que de se dépasser, redépasser. On a les images là, entre Miyazono et Gallo. Donc Miyazono, qui était parti pour aussi aller chercher cette victoire, a eu un petit problème dans la courbe. Il glisse. Là, on voit justement l'image. Hop, salut. Et dommage, il était parti pour aller chercher une victoire.
Et il offre cette victoire à Valerio Gallo parce que ça se battait avec Serrano pendant toute la course. C'était incroyable à vivre, à commenter. On s'éclate toujours à commenter. Et pour l'instant, Valerio, il marque beaucoup de points. Il a 18 points. C'est pratiquement. Concrètement, là, s'il ne se foire pas, il est champion du monde. C'est ça qui va nous manquer un petit peu sur le suspense final pour cette victoire, cette finale, j'allais dire à Monaco. Bah non, c'est online cette fois encore. Il n'est pas encore champion. Il a 18 points d'avance. 18 points d'avance, pour vous donner une situation, c'est pratiquement une victoire. On est parti sur. Normalement, on va être sur 4 courses pour la finale. Donc il a pratiquement déjà une victoire d'avance sur ses adversaires. Donc en fait, il va juste devoir gérer sa course pendant. Et pourtant, c'est pas si facile que ça, parce que c'est le moment où tu fais tes erreurs, parce que tu dis je suis tranquille, et là, c'est le drame. Deuxième partie de cette chronique, parce que le Gran Turismo, ce n'est pas que la Nations Cup, parce que voilà, il n'y a pas notre Français qui n'a pas pu revenir aussi fort qu'il aurait fallu pour jouer le titre, Baptiste Beauvois évidemment. Passons maintenant à la Manufacturer Series sur la Nordschleife justement. Et ouais, sur la Nordschleife justement, c'est avec l'autre vidéo, Nicolas. Et donc sur la Nordschleife, un Igor Fraga qui a été juste impressionnant. Igor Fraga, le pilote brésilien qui roule un peu en réel, qui est déjà champion du monde. Le retour du patron. Voilà, le retour du patron qui est revenu cette année. Et il a été impressionnant avec la Toyota sur la Nordschleife. Il l'a amené pendant 3 tours, quand tout le monde s'arrête au bout du deuxième tour, il y avait 4 tours à faire. Il l'arrête au 3e tour et en fait, c'est un des seuls pilotes à ne pas avoir changé les pneus quand tout le monde changeait les pneus. Quel move! Et ce move, en fait, lui a permis de ressortir 4 secondes devant ses poursuivants. Et en fait, ces 4 secondes, ça lui a permis d'être tranquille et de ne pas devoir se battre pour le dernier tour. Et donc, globalement, lui, il a pu s'évader quand derrière, ça se bataillait un peu entre la Porsche et la Mazda, justement, entre Serrano et Coco Boone. Et ça nous a donné encore un finish. Encore une fois, sur cette longue ligne droite où Coco Boone fait les freins, prend l'aspiration sur la Porsche et la Porsche ne pouvait rien faire. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'était très très beau spectacle à retrouver sur les chaînes officielles de Gran Turismo pour les replays. On retrouvera bien évidemment les finales mondiales. C'est quoi? C'est 4 et 5 décembre? C'est 4 et 5 décembre pour la Manufacturer et la Nations Cup, et le 3 pour la Toyota GR. On aura beaucoup de Français, donc on vous invite à être là et à être avec nous et à les supporter grandement. Fabien, c'était court, mais tu as donné toutes les informations avec maestria. Grand plaisir de vous avoir tous reçus. Encore une fois, merci Fabien, du coup. Merci Rémi. Quel troll, mais on l'aime ce troll. Hein. Il faut bien quelqu'un pour mettre un peu de piment dans cette émission sur ce plateau. Tu fais ça à merveille. Le patron Jean-Louis Moncey, merci encore pour toutes tes analyses et tes anecdotes de haute folie. Non. Grâce à vous, on s'amuse. On écoute des gens formidables. Ah là là. Il nous a pas dit qu'il serait son deuxième pilote l'année prochaine. C'était top, mais franchement. Il te reste 30 secondes. Ce ne sera pas Valentin Devise, malheureusement. Trop court. Merci Christophe d'être venu. C'était vraiment un grand plaisir. C'est vrai que du coup, c'est pas vu depuis très longtemps, mais quelle avancée, quelle épopée le GMT. On est très fiers de t'avoir en team en France. Bravo, on te souhaite le meilleur. Et on se retrouve en 2022 du coup. Merci Donald. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Oui, avec son t-shirt de Kiss. C'était un grand plaisir de vous retrouver sur Racing Stream. Évidemment, la prochaine se passera avec Arnaud de sa mère. Je vous embrasse. Restez sur le stream. Tout de suite, la Miken sur le Lunch Play. C'était Racing Stream. Ciao, ciao.